Donc je me présente, Serge Slama, maître de conférence en droit public à l'université Paris-Nanterre, membre du CREDOF, Centre de recherche et d'études sur les droits fondamentaux, et donc prochainement professeur à l'université de Grenoble-Alpes. Très bien. Alors aujourd'hui on est là pour parler de l'état d'urgence. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce que c'est que l'état d'urgence? Alors l'état d'urgence, il faut remonter dans le contexte de la guerre d'Algérie. Donc pendant la guerre d'Algérie, l'idée était de ne pas reconnaître le FLN comme des combattants, ne pas reconnaître l'état de guerre. Et donc il y a un certain nombre de personnes, de personnages comme François Mitterrand et Mendès France, qui ont préparé un texte qui visait à conférer plus de pouvoir aux autorités civiles. Donc le but du jeu, c'était de ne pas donner de pouvoir aux autorités militaires en Algérie, et donc de ne pas reconnaître le FLN comme étant des combattants, et donc pas reconnaître l'état de guerre. Et donc il y avait une extension provisoire des pouvoirs des autorités civiles, des pouvoirs de police, du préfet ou du gouverneur général, et, dans l'idée qu'ils pouvaient faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire d'habitude. Et l'acteur qui est un peu évincé dans ce système, c'est souvent le juge judiciaire, puisque la particularité de l'état d'urgence, c'est qu'il ne relève pas du juge judiciaire, sauf le juge pénal sur certains aspects, mais que le juge civil est évincé du contrôle de ces mesures. Et donc dans les pouvoirs, il y avait des pouvoirs assez importants. Donc la loi de 55 a été adoptée, a été adoptée pas par le gouvernement suivant, en fait par le gouvernement Faure, dans le contexte de la guerre d'Algérie. Et la loi du 3 avril 1955, c'est une loi sur l'état d'urgence qui proclame l'état d'urgence en Algérie, justement, dans les départements d'Algérie. Et par la suite, il sera mis en œuvre à plusieurs reprises, alors pendant la guerre d'Algérie, notamment par De Gaulle. Il sera maintenu pendant quasiment 2 années par De Gaulle avec différents biais, article 11 de la Constitution, les lois référendaires, article 16 sur les pleins pouvoirs, etc., ou article 38 sur les ordonnances d'habilitation. Et donc à la fin de la guerre d'Algérie, il a été suspendu. Et on a d'autres applications de l'état d'urgence, avec un texte qui a évolué. Il faut avoir conscience que la loi de 55 a évolué en 60, par exemple, par De Gaulle, ou par la suite, notamment beaucoup depuis 2015 à 2017. Et donc les autres applications, c'est d'abord en Nouvelle-Calédonie, en 1985. C'est un moment important de l'état d'urgence, parce que justement, on voit l'évolution de l'utilisation du texte. En 2005, au moment des émeutes urbaines, à partir d'octobre d'octobre 2005 jusqu'à janvier 2006. Et déjà à l'époque, j'avais fait partie des professeurs qui avaient contesté cet état d'urgence par le biais de référés devant le Conseil d'État. Et la dernière application, c'est l'actuelle. Depuis maintenant 18 mois, au total 24 mois en mois de juillet. Enfin, vous savez que c'est jusqu'au 15 juillet, ça sera prolongé jusqu'au mois de novembre, normalement, au 1er novembre. Et donc cet état d'urgence est justifié par les attentats terroristes, mais il a eu bien d'autres utilisations que ces attentats. Et la spécificité, c'est que la loi de 55 a subi de nombreuses modifications. Pratiquement toutes les lois de prolongation de l'état d'urgence, on en est à la 6e, ont un peu, voire beaucoup, modifié la loi de 55. Donc aujourd'hui, la loi de 55 ressemble plus beaucoup à ce qu'elle était en 1955. Néanmoins, elle a toujours la même logique. Je pense qu'elle repose sur les mêmes ressorts. Alors est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu les mesures concrètes qui sont mises en œuvre dans cet état d'urgence pour lutter contre le terrorisme ou d'autres mouvements? Alors, moi je pense fondamentalement que la loi de 55 n'est pas une loi qui est adaptée pour lutter contre le terrorisme. Elle l'a jamais été. C'est une loi qui a été faite pour lutter contre l'insurrection algérienne. Elle a été conçue comme ça. C'est une loi qui vise à neutraliser des opposants, neutraliser des contestataires, neutraliser des émeutiers. Donc c'est une loi de neutralisation d'un certain nombre d'opposants, mais pas du tout pour lutter contre le terrorisme. C'est pas du tout les instruments dont on a besoin pour le terrorisme. Alors dans le contexte de la guerre d'Algérie, cette loi permettait, ce qu'elle permet encore, un certain nombre de perquisitions de jour et de nuit. Donc, les perquisitions existent dans le droit commun, sauf que les perquisitions sont décidées normalement par un juge judiciaire ou par un membre du parquet. Et normalement, sauf exception, elles n'ont pas lieu la nuit. Et là, vous pouvez faire des perquisitions à tout moment, décidées par le préfet sur la base de simples informations. Donc il y a les perquisitions, il y a un certain nombre, on va beaucoup en parler, d'assignation à résidence, qui est une mesure un peu phare aujourd'hui, ça ne l'a pas toujours été d'ailleurs, pendant longtemps ça a été assez peu utilisé, mais on peut assigner dans son domicile un individu pendant un certain temps, on y reviendra. Mais vous avez aussi des possibilités de créer des zones de protection, des possibilités à l'époque de fermer des cinémas ou des salles de réunion, voire de contrôler les médias. Dans le texte d'origine de la loi de 55, il y avait la possibilité de contrôler les médias, donc qui a disparu aujourd'hui.
Pendant la guerre d'Algérie, ça allait beaucoup plus loin. Il y avait des saisines d'armes, qui existent toujours, mais qui étaient beaucoup plus dures à l'époque. Et surtout, il y avait des possibilités de création de camps. Et c'est un peu connu pour ceux qui connaissent l'histoire de la guerre d'Algérie, mais pendant la guerre d'Algérie, il y a des camps qui ont été créés. Alors, notamment Michel Rocard est assez connu, puisque Michel Rocard était un fonctionnaire en Algérie, juste après l'ENA, qui avait dénoncé l'existence de ces camps et le traitement des Algériens dans ces camps, des civils algériens dans ces camps. Et donc, on voit qu'en 1955, la palette de l'état d'urgence était extrêmement large. Et elle reste encore assez large aujourd'hui. Il y a un certain nombre de mesures qui ont disparu. Je parlais du contrôle des médias. Dans le cadre de l'état d'urgence de 2015, ils ont décidé de l'abroger. De toute façon, ça n'avait plus de sens à l'heure d'Internet. Il n'y a plus tellement de fermeture de salles de spectacle ou de cinéma. C'est plus tellement l'objet. En revanche, on utilise, je peux vous dire les proportions, mais ce qui est particulièrement utilisé, c'est la perquisition administrative. C'est la mesure la plus utilisée. Donc c'est, on va dire, en gros, 5000 perquisitions administratives depuis le début de l'état d'urgence de novembre 2015. Ce qui est aussi beaucoup utilisé, c'est les assignations à résidence. Donc vous avez, alors en fait, les assignations à résidence ont été par vague. Dans la première vague, il y en a eu énormément. On a été jusqu'à 450 assignations. Et puis après, ils ont diminué au fur et à mesure le nombre de personnes. Puis il y a eu d'autres vagues. On est à plus de 500 à 600 assignations à résidence sur les 2 années d'état d'urgence. Vous avez aussi des interdictions de séjour qui sont arrêtées et utilisées plutôt comme des interdictions individuelles de manifester. Alors, il y a eu quelques interdictions de séjour, genre on interdisait à quelqu'un de se rendre sur la ligne d'arrivée du Tour de France ou des choses comme ça. Mais l'usage essentiel des interdictions de séjour, ça a été d'empêcher des personnes de manifester. Pendant les manifs de la loi El Khomri, à Rennes, dans pas mal de manifestations, ou ailleurs, et donc ça a été une mesure où il y a eu plusieurs centaines d'interdictions de séjour, en 350 à 400 dans la période d'état d'urgence. Ensuite, vous avez un ensemble d'autres mesures qui ont été plus ou moins utilisées. Alors, il y a la création de zones de protection. C'est l'idée de pouvoir protéger, je ne sais pas, une usine ou un endroit particulièrement sensible. Mais là aussi, il y a eu des utilisations. Par exemple, au moment où ils ont fermé ce qu'on appelle la jungle de Calais, le camp de la Lande, ils ont transformé le camp de la Lande en zone de protection pour interdire aux avocats et à un certain nombre de militants, notamment les militants No Border, d'accéder à la jungle de Calais pendant le démantèlement. Et on a d'autres exemples comme ça de zones qui ont été constituées en zone de protection dans une finalité qui n'a absolument rien à voir avec le terrorisme. Vous avez aussi un certain nombre de saisines d'armes. Vous avez la mesure qui s'est beaucoup développée ces temps-ci, c'est les contrôles d'identité. Alors en fait, ça c'est une chose qui a été rajoutée dans la loi de 55 relativement récemment, au mois de juillet 2016, dans une des lois de prolongation de l'état d'urgence. Et le principe, c'est qu'un préfet peut, 24 heures par 24 heures, décider que dans une zone déterminée, donc par exemple des zones touristiques à Paris, ou des zones où il y a une activité nocturne assez importante, ou quand il y a un événement, un mondial de hockey, Roland-Garros, l'Euro, enfin tout ce que vous voulez, dès qu'il y a un événement, il est possible de décider, le préfet peut décider que cette zone pourra faire l'objet de contrôles d'identité généralisés, c'est-à-dire les contrôles d'identité où les policiers décident qu'ils contrôlent n'importe qui. Il n'y a pas besoin d'infraction, etc. On sait que ces contrôles sont particulièrement discriminatoires. Ils existent déjà, les contrôles sur réquisition du procureur de la République, où le procureur autorise pour rechercher des infractions à faire des contrôles indifférenciés, et on sait que c'est très très discriminatoire, ça a été évalué par des chercheurs. Et là, c'est le préfet qui autorise, pendant 24 heures, ou pendant une période dans ces 24 heures, d'effectuer ces contrôles généralisés. Et alors, c'est non seulement des contrôles d'identité, mais c'est aussi des fouilles de sacs, inspection visuelle des sacs et inspection des véhicules. Donc c'est tout de même des mesures très intrusives de la liberté individuelle, de la vie privée, de la liberté d'aller et venir. Et là, il y a plus, depuis le mois de juillet 2016, on a plus de 2000 arrêtés qui ont été pris, et on ne connaît pas le nombre exact d'arrêtés de contrôle. C'est-à-dire, sur Paris, depuis les attentats de Saint-Pétersbourg, vous avez un arrêté par jour, pris par le préfet de police de Paris. Et à chaque fois, il varie les zones, mais en gros, c'est des zones touristiques, les zones à activité nocturne, les quartiers administratifs, etc. Et donc j'imagine que sur ces 2000 arrêtés, vous avez des milliers et des milliers, voire des dizaines de milliers de contrôles d'identité, souvent en réalité au faciès, et
j'imagine que la fonction principale du contrôle, c'est attraper des sans-papiers, en fait. Alors ça, il faudrait pouvoir l'évaluer, mais il n'y a aucune statistique publique, aucune donnée publique. On en reviendra peut-être parce qu'il y a un gros problème d'accès aux données de l'état d'urgence, il n'y a aucun Alors contrôle réel. justement, donc, il y a eu un rapport parlementaire sur l'état d'urgence. Quel est le bilan qu'ont pu en tirer les autorités et notamment par rapport au but affiché qui était celui de la lutte contre le terrorisme? Ouais. Alors, c'est peut-être la spécificité de l'état d'urgence de 2015, parce qu'on pourrait parler des autres états d'urgence et les bilans seraient différents. Si on prend l'état d'urgence de 2005, par exemple, il n'y a quasiment aucune mesure adoptée dans le cadre de l'état d'urgence. C'est un état d'urgence purement médiatique, politique. Dans le cadre de l'opposition, à l'époque, il y avait Villepin et Sarkozy qu'on pressentait comme candidats à l'élection présidentielle, et Villepin, qui était Premier ministre, voulait neutraliser Nicolas Sarkozy. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, il était ministre de l'Intérieur, il était sorti, il était revenu, enfin bon. Et donc, dans cette course à l'Élysée, Chirac avait voulu montrer que Villepin était capable de faire aussi preuve d'autorité, et donc il avait dégainé l'état d'urgence, alors même qu'au moment où il dégaine, les émeutes urbaines étaient canalisées par la police. Et donc, en pratique, ils n'ont pris aucune mesure. C'est un état d'urgence qui a été... il y avait une virtualité des mesures, il y avait un certain nombre de choses qu'on pouvait reprocher, mais en tout cas, ils n'ont pas pris de mesures individuelles. L'état d'urgence qui est depuis 2015 et qui devrait aller jusqu'au 1er novembre, donc qui fera à peu près 1er novembre 2007, qui devrait faire 2 ans, on évalue pour l'instant à peu près 10 000 mesures. Alors sachant que dans les 10 000 mesures, il y a les 2 000 arrêtés préfectoraux de contrôle d'identité, et on ne sait pas combien il y a de contrôle d'identité derrière. Donc en réalité, c'est peut-être beaucoup plus de personnes impactées individuellement. Mais bon, vous voyez tout de même 10 000 mesures, ça commence à être assez important en termes de quantité de mesures. On ne sait pas le nombre de personnes impactées, c'est compliqué à évaluer parce qu'une personne peut faire l'objet de plusieurs perquisitions, plusieurs assignations, ou être perquisitionnée, assignée, interdit de séjour par exemple, et avec une saisine d'armes. Donc une personne peut faire l'objet de plusieurs mesures. Mais ça fait au moins plusieurs milliers de personnes qui sont impactées par cet état d'urgence. Donc ça commence à être un phénomène assez massif. Et on verra, on en reparlera sûrement, on a fait une étude pour essayer de voir les profils des gens, et on retrouve à la fois des profils de radicalisés islamiques, enfin, ça, on peut s'y attendre, mais on retrouve d'autres profils, notamment des profils militants, dans les personnes qui font l'objet de mesures de l'état d'urgence. Et donc on est là dans toute l'ambiguïté de l'état d'urgence, c'est que l'état d'urgence, en réalité, il est présenté officiellement comme répondant à un péril imminent à l'ordre et à la sécurité publique. C'est la condition pour déclarer l'état d'urgence, il faut un péril imminent. Je pense qu'à peu près tout le monde reconnaît que le 13 novembre, au moment des attentats, on ne savait pas exactement ce qui se passait, etc., que le président de la République, François Hollande, était légitime à déclencher cet état d'urgence, parce qu'il aurait pu y avoir d'autres réseaux, d'autres tentatives d'attentats, et dans les 24-48 heures, c'était utile. Et donc, François Hollande était légitime à déclencher l'état d'urgence. La première loi de prolongation est dans les 12 jours, donc le 20 novembre. Il semble que dès janvier 2016... En tout cas, Jean-Jacques Urvoas, qui à l'époque était président de la commission des lois, avait fait un premier rapport du contrôle parlementaire sur l'état d'urgence. Et dès janvier 2016, il dit « l'état d'urgence s'essouffle, il n'a plus d'efficacité à l'égard des réseaux terroristes ». Vous vous rappelez peut-être qu'à l'époque, la Ligue des droits de l'homme avait fait une requête, un référé liberté. Et moi-même, comme universitaire, on avait fait une tierce intervention de 450 universitaires au soutien de la démarche de la Ligue, pour essayer de demander au Conseil d'État arrêter l'état d'urgence. Et le discours à l'époque était en janvier 2016, si vous ne suspendez pas l'état d'urgence en janvier 2016, vous n'arriverez jamais à l'arrêter. C'est-à-dire que ce sera une machine sans fin qui va s'emballer, il y aura un état d'accoutumance des forces de police à cet état d'urgence. Et donc une chose qui est censée être temporaire, qui est admissible pendant 2 mois, 3 mois, tout le monde le reconnaît, quand on rentre dans une logique de renouvellement, les forces de police ne peuvent pas s'en passer, l'efficacité est totalement nulle, mais médiatiquement, on ne peut pas l'arrêter. C'est ce qui s'est passé, puisque ça a été renouvelé en janvier 2016. Le président de la République, François Hollande, avait annoncé le 14 juillet 2016 qu'il souhaitait l'arrêter, ce qui était assez logique. Donc l'état d'urgence aurait dû s'arrêter à ce moment-là, et paf, attentat terroriste, ce qui prouve d'ailleurs que l'état d'urgence n'a pas d'efficacité particulière contre ce type d'attentat. Et donc ce syndrome du 14 juillet fait que depuis, François Hollande n'a jamais osé l'arrêter. Il a refilé le bébé à son successeur, qui lui-même, pour pouvoir l'arrêter, dit je l'arrête au premier, et le renouvelle. Aujourd'hui, même il y a un renouvellement de l'état d'urgence. Mais ce renouvellement de l'état d'urgence
jusqu'au 1er novembre se fait au prix. La prochaine fois, on arrête, mais on inscrit l'état d'urgence dans le droit commun. Alors justement, Emmanuel Macron a annoncé lors du congrès à Versailles lundi dernier qu'il avait l'intention de sortir de l'état d'urgence, qu'il le renouvelait jusqu'en novembre, mais qu'il avait l'intention pour cela de faire voter une nouvelle loi antiterroriste qui viendrait transposer certaines de ces mesures dans le droit commun. Donc là-dessus, est-ce que vous pouvez nous éclairer? Alors déjà, le président de la République a le pouvoir d'arrêter à tout moment l'état d'urgence. C'est quelque chose d'assez important. Et donc, que ce soit François Hollande ou Emmanuel Macron, ils pouvaient arrêter l'état d'urgence à tout moment. Et on a fait des initiatives, des tribunes, notamment dans les médias, pour demander à François Hollande d'arrêter l'état d'urgence avant la fin de son mandat et de ne pas laisser ce... Politiquement, François Hollande risquait plus rien. Il pouvait prendre la décision historique de l'arrêter en disant... après moi, ça ne sera pas le déluge, et dans la perspective où Marine Le Pen était tout de même aux portes du pouvoir, ça aurait été une bonne idée. Ce qui a déjà été fait dans le passé, on l'oublie, mais il y avait une disposition dans la date 55 qui prévoyait qu'en cas de démission du gouvernement, et il y a forcément une démission du gouvernement quand on change le président de la République, l'état d'urgence s'arrêtait automatiquement. C'était arrivé dans le passé, à l'époque de De Gaulle, justement, où il y a une démission du gouvernement qui avait provoqué l'arrêt de l'état d'urgence, et comme ça on était sorti en catimini. Bon. Et là, quand ils se sont aperçus que la démission de Manuel Valls allait provoquer l'arrêt de l'état d'urgence, puisque Manuel Valls avait démissionné pour pouvoir se présenter comme candidat, ils ont adopté à la va-vite, dans l'avant-dernière loi de prolongation, au mois de décembre, le fait que la démission du gouvernement consécutivement aux élections présidentielles et législatives n'entraîne pas l'interruption de l'état d'urgence. Donc ils ont neutralisé la disposition. Et donc voilà, l'état d'urgence a été prolongé, et donc on voit bien le piège politique dans lequel se sont enfermés les pouvoirs publics. Piège politique qui a été dénoncé dès le début. Moi j'insiste là-dessus parce que il faut vraiment reprendre les déclarations des universitaires au mois de novembre-décembre 2015, dont je fais partie, mais je ne suis pas seul. Je pense à François Saint-Bonnet, qui est un grand spécialiste des états d'exception. Je pense à Olivier Beau, à beaucoup d'autres professeurs, Myriel Delmas-Marty, enfin bon, tous ceux qui ont écrit sur la question. Dès décembre 2015, on dit il faut arrêter l'état d'urgence en janvier. Il faut l'arrêter à la fin de la première loi de prolongation, parce qu'on n'en sortira pas et parce qu'on rentrera durablement dans une logique d'exception. Et donc on alerte très clairement là-dessus. Il n'y a pas un seul juriste spécialiste de l'état d'urgence, je dirais même de profs de droite comme de gauche. Ici, on trouve des profs comme Guillaume Drago ou d'autres profs qui ne sont pas spécialement des gauchistes, on va dire, qui sont plus marqués à droite, qui déjà à l'époque avaient aussi alerté sur les dangers d'un état d'urgence qui s'installe dans la durée. Et donc on a été un certain nombre, et même un nombre certain. Il y a eu des pétitions d'universitaires où il y avait plus de 50 professeurs d'université assez renommés qui alertaient sur le danger de l'installation durable de l'état d'urgence. Le politique n'a pas entendu ces alertes. Il a installé l'état d'urgence dans la durée. Il a fait le constat, à chaque fois qu'on lit des rapports parlementaires sur le contrôle parlementaire, on s'aperçoit que ça a une perte d'efficacité. L'ancien garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas, là il y a un renouvellement qui vient d'avoir lieu. La veille du renouvellement, il dit « l'état d'urgence ne sert à rien », il est tout de même bien placé pour le savoir. Et les services de renseignement, en règle générale, reconnaissent que les mesures de l'état d'urgence ne servent plus à la lutte contre le terrorisme depuis bien longtemps. Et donc le problème, c'est que, bien qu'ils sachent qu'il n'y a plus d'efficacité, qu'il s'est démonétisé, ils le maintiennent pour des raisons de sensibilisation de l'opinion publique. Parce que s'il y a un attentat, on va dire l'attentat est parce que vous avez arrêté l'état d'urgence. Alors que ça n'a rien à voir. Et donc le danger ici, c'est que pour en sortir, l'astuce qui a été trouvée, qui était finalement l'astuce au moment du projet de constitutionnalisation de l'état d'urgence, c'est de l'inscrire durablement dans le droit. Vous n'avez pas vu une suffisance, s'il vous plaît? Non, désolé. Donc voilà, l'inscription durable par le droit. Donc justement, on en vient à ce projet de loi de lutte contre le terrorisme. Emmanuel Macron, dès son élection, il l'a dit d'ailleurs avant le discours de Versailles, avait annoncé qu'il interromprait l'état d'urgence. Enfin, l'état d'urgence serait interrompu au 1er novembre par l'effet de la loi. C'est le législateur qui décide, c'est pas le président. Donc l'état d'urgence s'interromprait au 1er novembre, mais la contrepartie serait qu'un certain nombre de mesures, et les plus symboliques de l'état d'urgence, seraient reprises dans le droit commun, afin de pouvoir faire à peu près la même chose. Alors en ciblant davantage, on pourra en parler, il y a un certain nombre de précisions qui sont apportées, mais grosso modo, ça aura à peu près les mêmes effets. Alors
Il y a essentiellement 4 mesures. Alors je parle uniquement des mesures inspirées de l'état d'urgence parce que dans le texte, il y a d'autres mesures qui sont dangereuses pour les libertés, notamment en matière de renseignement. Et il faudrait faire le lien, mais évidemment, de l'état d'urgence, il y a ces 4 mesures-là. Les 4 mesures, c'est quoi? Une mesure un peu technique, c'est la création des périmètres de protection. L'idée, c'est que lorsqu'il y a un événement quelconque, ça peut être une manifestation, un concert, bon, un événement d'ampleur, une ampleur particulière, et qu'il y a un risque terroriste, ce qui veut dire à peu près tous les événements, puisque tout événement public aujourd'hui est exposé à un risque terroriste, le préfet peut décider de créer un périmètre de protection. Donc ça ressemble un peu aux zones de protection qui existaient déjà. Ça ressemble un peu aussi aux interdictions de séjour ou pour les contrôles qui peuvent être faits dans cette zone. Et il peut créer un périmètre de protection, et ce périmètre, en fait, il pourrait y avoir un filtrage des gens qui rentrent dans ce périmètre. Filtrage qui pourra être fait par des sociétés privées, de sécurité privée, qui pourront faire des palpations de sécurité et des inspections des sacs. Et il pourrait y avoir aussi, avec l'accord de la personne, une inspection du véhicule par des agents des forces de l'ordre. Et la sanction, c'est en cas de personnes qui refuseraient de se prêter à ces fouilles. C'est la reconduite reconduite, alors c'est marrant, ils utilisent un terme de droit des étrangers, la reconduite en dehors du périmètre. Donc en fait, vous êtes dans une manifestation, vous refusez qu'on fouille votre sac, etc. Hop, vous êtes expulsé, reconduit en dehors du périmètre. Et évidemment, c'est une atteinte, par exemple, si vous manifestez, à votre liberté de manifestation. Le modèle sécuritaire, il est clair, c'est le modèle qu'ils ont utilisé au moment de la loi El Khomri pour la manifestation à la Bastille. Dans le cas de l'état d'urgence, le préfet avait décidé d'interdire la manifestation, ce qui était la première manifestation syndicale depuis la Seconde Guerre mondiale interdite par les pouvoirs publics. Vu la réaction des syndicats, le gouvernement a finalement, et le préfet de police ont finalement autorisé les manifestations, mais dans des conditions très particulières, qui étaient un périmètre entièrement fermé, et les manifestants donc fouillaient en rentrant dans le périmètre, et notamment on enlevait tout ce qui sert à manifester, hein, les bâtons, les banderoles, etc., et qui tournent autour du bassin de l'Arsenal. Donc, le modèle sécuritaire, c'est celui-là. Alors je sais d'où il vient, ce modèle sécuritaire, étant un coureur, c'est le modèle marathon, en fait. Bon, j'ai vécu à Boston au moment des attentats de Boston, et en fait, j'ai couru le marathon l'année suivante, ils ont utilisé ce modèle-là. C'est-à-dire périmètre fermé, fouille des sacs, enfin exactement les mêmes mesures. Donc c'est une forme de privatisation en fait de la voie publique par des prestataires privés qui peuvent adopter un certain nombre qui peuvent faire un certain nombre de contrôles dans ce périmètre. Et donc vous voyez ce modèle de privatisation de l'espace public, c'est le modèle maintenant pour les grands événements. Alors on peut le comprendre quand c'est dans une salle de spectacle fermée, on va dire. Mais là, c'est des manifestations sur la voie publique. Alors, ça a déjà été, en fait, il y a des précédents. Si vous regardez ce qui se passe pendant l'Euro, les fan zones, c'est la même chose. Et donc, c'est le modèle fan zone qui est en train d'être utilisé dans l'avenir pour des manifestations d'ampleur. Donc ça, déjà, c'est problématique à bien des aspects, et ça veut dire que, comme la menace terroriste est permanente, et personne ne le nie, on est en train d'installer dans l'idée des Français que de manière permanente, ils doivent accepter une réduction de leur liberté de manifester, liberté d'aller et venir, fouille des bagages, etc., y compris sur la voie publique. Et on imagine bien que ça peut aussi être utilisé comme une forme de neutralisation du mouvement social, en tout cas de canalisation de ce mouvement social, de l'ampleur du mouvement social. Et notamment pour les répressions qu'il y a à la fin des manifestations, c'est assez clair. On pourrait reparler de Rennes, parce qu'à Rennes, il s'est passé beaucoup de choses sur l'état d'urgence, il y a beaucoup d'utilisation des interdictions de séjour et des assignations à résidence, et on voit comment on peut utiliser les mesures d'état d'urgence pour neutraliser des contestataires. Alors voilà pour les interdictions de séjour, et cette forme de privatisation et canalisation des manifestations et du mouvement social. Ensuite, dans les mesures symboliques, vous avez les assignations à résidence qui sont transformées, alors ça devient des mesures de surveillance individuelle. Le modèle, en fait, c'est assez paradoxal. On reprend la surveillance de sûreté. Alors on a oublié, en 2008, Sarkozy, Rachida Dati font la rétention de sûreté à l'égard des délinquants sexuels récidivistes et la surveillance de sûreté. Finalement, ça a été quasiment pas ou peu appliqué, hein, la surveillance et la rétention de sûreté. Mais n'empêche qu'à l'époque, le Conseil constitutionnel l'avait admis en
faisant que ça n'a pas d'effet rétroactif, mais en tout cas l'avait admis dans son principe. Et c'est un peu la même idée, une personne qui représente un danger particulier, qui a été condamné à une peine de prison, qui est sorti de prison, qui a achevé totalement sa peine, on estime qu'il est toujours dangereux, et il peut être récidiviste, et on peut le neutraliser, le surveiller, avec différentes mesures possibles de surveillance de sûreté, y compris un bracelet électronique. Ça existe aussi en droit des étrangers, c'est assez intéressant en fait, pour l'expulsion d'étrangers, notamment d'expulsion d'étrangers condamnés pour des motifs de terrorisme, ou dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Il existe aussi un certain nombre de personnes qui font l'objet de mesures à peu près équivalentes, d'assignation à résidence ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique. Et évidemment, il y a l'assignation à résidence de l'état d'urgence, qui a été une des mesures les plus utilisées, les plus contestées d'ailleurs. Et donc on prend tous ces trois-là et on fait une surveillance de sûreté, donc une surveillance, une mesure de surveillance. L'idée, c'est que le préfet pourra décider, ou le ministère de l'Intérieur, plutôt, pourra décider il y a un système d'information du procureur de la République, donc il y a eu des discussions là-dessus d'ailleurs, mais a priori, ça sera une décision du ministre de l'Intérieur avec une information du procureur de la République. Ils pourront décider pour des personnes, alors dans le cadre de la prévention du terrorisme, des personnes qui risquent de porter atteinte à l'ordre et à la sécurité publique, de la même façon qu'actuellement sur les assignations à résidence. Et en gros, ça sera des personnes qui ont maintenu des liens avec des réseaux, ou des idéologies qui soutiennent le terrorisme. C'est ça l'idée, en tout cas radicale, djihadiste, etc. Donc, la différence avec l'état d'urgence, c'est tout de même que c'est beaucoup plus ciblé. Dans l'état d'urgence, on le sait, les mesures pouvaient concerner bien au-delà des personnes en lien avec le terrorisme. On l'a vu notamment au moment de la COP21, il y a eu un certain nombre de militants qui ont été assignés à résidence. Donc là, c'est beaucoup plus ciblé. C'est en gros ciblé sur la soixantaine de personnes qui restent assignées à résidence aujourd'hui. Au début, il y en avait plus de 500, aujourd'hui, il en reste 60. Les 60 qui restent, c'est des cas de personnes qui ont des liens avec des réseaux. Et ils veulent pouvoir continuer à neutraliser ces personnes-là. Et alors, la différence avec l'assignation à résidence, vous êtes obligé de rester 12 heures par jour dans votre domicile. Donc c'est vraiment une assignation à domicile. 12 heures par jour à domicile, avec souvent une obligation de pointage au commissariat 3 fois par jour. Alors qui peut varier, mais c'est maximum 3. Ça peut être entre 1 et 3 selon le travail, l'activité de la personne. Ça oblige la personne à rester dans le territoire de sa commune aussi. C'est-à-dire qu'il est assigné à domicile, mais il est aussi assigné dans la commune. Sauf s'il travaille, on peut éventuellement prévoir une extension dans une autre commune. Et donc vous voyez, c'est assez contraignant, hein, 12 heures par jour chez soi, pendant toute la durée de l'état d'urgence, et renouvelé à chaque état d'urgence. Donc il y a des personnes qui sont assignées depuis le début de l'état d'urgence, donc depuis plus de 18 mois, et avec obligation de passer au moins une fois par jour, voire 3 fois par jour au commissariat. Donc ça fait plusieurs milliers de passages au commissariat dans toute la durée de l'état d'urgence. Ce qui est important à noter, c'est qu'en cas de non-respect de la mesure, c'est une sanction pénale, c'est une infraction pénale, et donc la personne est déférée immédiatement au tribunal correctionnel en comparution immédiate et souvent condamnée pour non-respect de la mesure. Et on s'aperçoit, dans le cas de l'état d'urgence, c'est extrêmement fréquent, puisqu'ils sont dans des régimes très contraignants. Il y a encore eu un cas très récemment de quelqu'un qui a signé depuis le début de l'état d'urgence, qui avait déjà été une fois en prison, pour non-respect de mesures de l'état d'urgence, mais aussi pour consultation de sites djihadistes. Et là, il a été à la piscine dans la commune voisine. Les policiers se sont aperçus qu'il a été à la piscine dans la commune voisine, et donc violation du périmètre et condamnation à nouveau à une peine de prison. Donc vous voyez le caractère, et j'insiste beaucoup là-dessus, c'est qu'il y a une complémentarité entre les mesures administratives de l'état d'urgence et le rôle du juge pénal. On dit souvent que le juge judiciaire est évincé, c'est le juge civil qui est évincé, c'est pas le juge pénal. Alors justement, le président a dit qu'il voulait restaurer les libertés et apporter de nouvelles garanties pour les protéger. Qu'est-ce qu'il y a dans ce nouveau alors peut-être, j'ai pas fini, il reste 2 mesures, je peux peut-être moins détailler, enfin 3 mesures, je les mentionne tout de même. Donc ça, c'est les assignations, donc ils deviennent mesures de surveillance. La mesure de surveillance, et donc l'idée, c'est que cette fois-ci, la personne ne sera pas assignée à domicile, mais sera assignée dans une commune, ou éventuellement sous surveillance électronique dans un département. Éventuellement dans plusieurs communes, s'il y a un travail dans d'autres communes. Et donc la personne sera, pareil, obligée de passer au commissariat une fois par jour. Et l'idée, c'est en gros de pouvoir localiser la personne, de lui imposer de donner ses identifiants. Ça, c'est assez important, c'est une mesure dont on ne parle pas beaucoup, mais
Alors ça existe déjà dans d'autres cadres, mais la personne a l'obligation de donner toutes ses adresses mail. Et donc évidemment, c'est pour faire des mesures de surveillance derrière. Et de la même façon, s'il ne respecte pas la mesure de surveillance, il y a un risque de condamnation à une peine de prison, et donc on voit bien la complémentarité. Donc ça, c'est la mesure de surveillance. Vous avez à côté les possibilités de perquisition. Alors ils appellent ça des visites, avec des saisies. Ils ont changé le nom, c'est visite domiciliaire, mais ça reste une perquisition. Alors la différence, c'est que dans le cas de l'état d'urgence, c'est des perquisitions administratives, décidé par l'administration. Le préfet est sous contrôle du juge administratif, donc contrôle qui intervient après, donc qui ne sert à rien. Et on s'aperçoit aujourd'hui, il y a eu tout de même pas mal de contentieux de la perquisition, que beaucoup de perquisitions sont annulées. Parce qu'elles étaient illégales au moment où elles ont été réalisées. Notamment les perquisitions les plus médiatiques. Il y a eu 2 perquisitions dans deux gros squats qui étaient en lien avec la COP21. Ces 2 grosses perquisitions ont été censurées. Alors, évidemment, censurées 1 an après ou 1 an et demi après. Donc, voilà. Mais elles étaient illégales. Alors, pourquoi justement est-ce que le contrôle a posteriori du juge... Alors, je reviendrai, je dis les 2 autres mesures. Donc voilà les visites. Et les visites, c'est important, sont suivies de saisies. Ça existe déjà, c'est-à-dire à l'occasion de la visite, on peut tomber sur des ordinateurs, et en fait c'est ce que cherche la police dans le cadre de ces perquisitions. Ces perquisitions seront autorisées par un juge civil, le juge des libertés et de la détention. C'est important, c'est le grand changement. Jusque-là, c'était le juge administratif. Là, c'est le JLD qui autorisera, sous contrôle de la cour d'appel, effectué par la police judiciaire, évidemment. Et dans ce cadre-là, s'ils tombent sur des ordinateurs, ils peuvent demander ensuite au juge d'exploiter les données, comme il existe aujourd'hui devant le juge administratif dans le cadre des perquisitions administratives. Il y a une exploitation des données qui est possible. Donc ça, c'est assez important. Et puis, les 2 autres mesures, c'est que vous avez aussi les fermetures de lieux de culte, qui existent déjà dans le droit commun et dans le cadre de l'état d'urgence, qui a été pas mal utilisé, là, qui est maintenu et élargi sur les motifs permettant de fermer les lieux de culte. Donc voilà 4 mesures: périmètre de sécurité, visite domiciliaire, mesures de surveillance et fermeture des lieux de culte, qui sont déjà dans l'état d'urgence et qu'on retrouve dans la loi antiterrorisme. Et j'exclus pas que d'autres mesures de l'état d'urgence, alors par exemple les interdictions de séjour, on en reparlera, les interdictions de manif qui ont été censurées par le Conseil constitutionnel dans la loi de 55, reviennent dans la loi de prolongation, la 6e loi de prolongation, et j'exclus pas totalement que ça puisse revenir aussi par la bande. À un moment donné, dans un amendement, on va dire « Ah oui, mais on a besoin, dans le droit commun aussi, de pouvoir interdire individuellement à quelqu'un de manifester. » Et on pourra imaginer d'autres mesures de l'état d'urgence, même si on a vu l'essentiel, mais on pourra imaginer d'autres choses qui seraient réintroduites directement, indirectement, à l'occasion d'amendements. L'expérience montre qu'à chaque fois qu'il y a eu des prolongations de l'état d'urgence, la loi a été durcie, et il y a beaucoup de choses qui ont été introduites. Par exemple, l'assignation en résidence ou surveillance électronique a été introduite par voie d'amendement. Elle n'a jamais été mise en œuvre, mais elle a été introduite. Là, on retrouve dans les mesures de surveillance ces possibilités de surveillance par voie électronique. Voie électronique, c'est important. Surveillance électronique qui pourra être faite par des prestataires privés. Là aussi, c'est important. Tout à l'heure, on a vu, donc les deux, on voit la logique qu'on trouve déjà dans des logiques pénitentiaires ou en droit des étrangers, de manière plus marginale en droit des étrangers, mais ça existe déjà, un certain nombre d'interventions de prestataires privés. Donc vous voyez, ici, on a des logiques, l'état d'urgence ne fait que prolonger des logiques sécuritaires qui étaient déjà là. Donc voilà les 4 mesures symboliques, plus complétées, dans ce texte, il y a beaucoup de choses critiquables, sur le renseignement, sur les contrôles frontaliers. On se demande ce que fait, dans un texte sur la lutte contre le terrorisme, par exemple, des mesures sur les contrôles frontaliers qui visent à régler les problèmes qu'il y a notamment à Menton. Enfin, bon, c'est évidemment du hors-sujet, ils saisissent de ce texte. Il y a d'autres éléments, c'est un texte qui est contestable dans son ensemble, et qui a d'ailleurs provoqué une réaction assez importante des universitaires spécialisés ou du milieu associatif, ou des avocats spécialisés sur la question, parce que c'est vraiment un texte qui bascule dans une nouvelle logique sécuritaire. Alors, nouvelle logique était déjà dans l'état d'urgence, mais on en reparlera peut-être, mais il y a un côté où on utilise vraiment de plus en plus une logique préventive, mais aussi prédictive. Je sais pas comment vous dire, on essaie de prédire que quelqu'un risque de commettre une infraction. Et ça, c'est vraiment une logique, on dit parfois la logique Minority Report, mais
Ces textes accentuent toute cette logique qu'on avait déjà vue dans l'affaire Dieudonné ou qu'on avait déjà vue dans d'autres affaires et qui était déjà dans le cadre de l'état d'urgence. Très bien. Est-ce que vous pouvez peut-être un peu détailler exactement les interactions? Pourquoi est-ce que le fait qu'il y ait un juge judiciaire est important par rapport à un contrôle du juge administratif? Quelles sont les garanties procédurales en fait? Alors, en fait, plus que juge administratif, juge judiciaire, cette guéguerre, quand on discute vraiment avec des spécialistes du judiciaire, ils nous disent finalement que le juge judiciaire n'est pas beaucoup plus protecteur. Le juge administratif de droit commun, alors, je ferai peut-être la différence avec le Conseil d'État, mais un juge administratif d'un tribunal administratif, il a vraiment pas moins de garantie d'indépendance qu'un juge judiciaire. Je ne parle pas du parquet, je parle du juge du siège. Le problème ici, c'est plus à quel moment intervient ce juge. C'est-à-dire, est-ce que le contrôle est préventif ou après. Prenez une perquisition dans le cas de l'état d'urgence. Le juge administratif intervient après. Donc c'est l'administration qui décide, le préfet décide, il a une note des services de renseignement, une note blanche, qui lui dit, voilà, on a une information sur quelqu'un qui pourrait avoir des liens avec un réseau, etc. Et il donne l'ordre, il donne l'autorisation d'aller visiter le domicile, perquisitionner le domicile. Et après, les policiers font la perquisition, éventuellement ils commettent des dégâts, etc. Ensuite, la personne peut saisir le juge, et quelques temps après, un an après, il obtient éventuellement une annulation de l'ordre de perquisition. Mais ça ne changera rien. C'est-à-dire le traumatisme aura été fait sur les enfants s'il y a des enfants, la personne aura des problèmes avec son voisinage parce qu'elle aura été dénoncée à la vindicte, enfin, ça aura bousculé sa vie. Je peux prendre le cas un cas qui a été un peu médiatisé, donc c'est le gérant d'un cinéma dans le nord de la France, à Vennes-sur-Epte, le Caméo. Donc c'est quelqu'un qui s'est converti à l'islam, donc il s'est laissé pousser la barbe, etc. Il va à la mosquée, etc. Ce qui n'est pas hyper fréquent dans le coin où il habite, et c'est une petite ville de quelques milliers d'habitants dans le nord de la France. Et donc, dès le début de l'état d'urgence, les gendarmes ont essayé de dresser un certain nombre de cibles, ont décidé, alors il y a un couple à Maubeuge qui a été victime de ça, et il y a cette personne-là, et ils ont décidé, a été décidé par la préfecture, de faire une perquisition dans le cinéma où il vit. Donc il est gérant du cinéma. Donc la perquisition fait que, vous imaginez, c'est dans une petite ville, si vous êtes perquisitionné, etc., donc ça a des effets dramatiques sur sa vie, sur son voisinage, sur la clientèle, etc. Ils ont rien trouvé. Il a fait un recours devant le juge administratif. Un an après, le tribunal administratif de Lille a annulé en disant effectivement l'ordre de perquisition n'était pas fondé. Sauf que, vous voyez, même il obtient symboliquement l'annulation, le mal est fait. Et on a d'autres exemples comme ça, surtout au tout début de l'état d'urgence. Après, ils ont peut-être davantage ciblé, mais en tout cas, dans les premières semaines de l'état d'urgence, on a pas mal d'exemples de personnes comme ça qui ont vu leur vie bouleversée, alors même qu'il n'y avait pas d'informations extrêmement précises, où on n'avait rien de très précis à leur reprocher, hormis leur apparence, leur appartenance à un certain mouvement de l'islam, etc. Mais c'est ça qu'on leur reprochait, en fait, c'est la façon dont ils exercent leur religion. Or, c'est pas interdit en France. Quoi qu'on en pense, c'est pas interdit d'être salafiste. Et tous les salafistes sont pas des terroristes. Donc, il y a des formes de salafistes qui sont quiétistes, etc. Mais ici, on a fait un amalgame, par principe de précaution, un amalgame entre toute forme un peu radicale de l'islam et l'idée qu'il pourrait basculer dans le terrorisme, alors que c'est heureusement un phénomène ultra-minoritaire. Et quand on regarde l'ensemble des personnes qui ont été ciblés dans le cas de l'état d'urgence, que ce soit les assignations ou les perquisitions, finalement, aucun ou très peu ont fait l'objet de procédures de terroristes, de vraies procédures terroristes, c'est-à-dire de vraies procédures pour association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste. Il y a eu beaucoup de procédures, mais qui étaient sur l'apologie. Parce que dans le cas de la perquisition, ils peuvent tomber sur un téléphone portable sur lequel il y a des vidéos de Daesh, etc. Et ça suffit, ou ça suffisait, à être déféré devant un tribunal et à être condamné. Mais évidemment, c'est pas la même chose la consultation de site, ce qui relève de l'apologie ou de la consultation, et la personne qui est dans un réseau terroriste en train de préparer un attentat. Et quand on regarde les bilans, sur l'ensemble des mesures de l'état d'urgence, donc plus de 10 000, il y a en réalité très très peu de procédures, et il y en a une vingtaine, et cette vingtaine-là, en fait, aurait très bien pu avoir lieu dans le cadre de vraies procédures pénales, c'est-à-dire si vraiment il y avait des dossiers un peu solides, ils auraient pu saisir un juge
le parquet antiterroriste de Paris, le parquet de Paris, qui aurait pu très bien autoriser ce type de perquisition. On aurait les mêmes personnes qui auraient pu faire l'objet de procédures pénales. Donc c'est pour ça qu'on dénonce l'utilisation de ces perquisitions et l'effet très faible, l'effet statistique très faible, d'efficacité très faible. 5000 perquisitions, 20 procédures ouvertes, 20 vraies procédures terroristes ouvertes, c'est extrêmement faible en termes d'activité. Ça mobilise énormément de forces de police pour finalement une efficacité contre le terrorisme assez très très faible. On voulait revenir donc sur le pouvoir discrétionnaire de l'administration dans la décision de ces mesures. Est-ce que vous pouvez un peu nous en dire plus ? Alors je crois que l'état d'urgence pose vraiment un problème de principe parce que il prolonge une logique qu'on voit depuis pas mal d'années, c'est-à-dire une logique dans laquelle, en termes de protection des libertés, le juge judiciaire a un rôle de moins en moins important, et c'est le juge administratif qui est de plus en plus sollicité. Et la grande différence entre le juge judiciaire et le juge administratif, c'est d'une part que souvent ils n'interviennent pas au même moment. Souvent le juge administratif intervient après, alors il y a quelques exceptions, mais généralement il intervient après. Et qu'ils n'ont pas exactement les mêmes garanties, même si on pourra en discuter. En tout cas, le Conseil d'État n'a pas exactement les mêmes garanties que les juges du siège ou les membres de la Cour de cassation. Alors je pense pas, à titre personnel, je pense pas qu'on puisse vraiment reprocher au juge administratif un manque d'indépendance. Et les magistrats de tribunal administratif et cour administrative d'appel sont indépendants. Ils bénéficient des garanties d'indépendance, sont des vrais magistrats. Simplement, ils n'ont pas exactement le même rapport au pouvoir public et la même tradition, culture d'indépendance à l'égard de l'administration. Donc bon, on pourra en discuter longuement, mais ça pose des difficultés. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on a assisté à un déplacement en termes de séparation des pouvoirs, ou séparation des autorités entre le rôle du juge administratif et le rôle du juge judiciaire. Déplacement qui a déjà eu lieu en droit des étrangers, qui a déjà eu lieu dans d'autres domaines du droit depuis assez longtemps. Pour les étudiants en droit, ils ont peut-être déjà entendu de la théorie de la voie de fait, par exemple, où pendant longtemps elle était confiée uniquement au juge judiciaire. Aujourd'hui, le juge administratif a aussi un rôle assez important et la définition a été restreinte. Et l'état d'urgence parachève cette évolution, qui est de dire qu'en matière de protection des libertés, finalement, on peut faire confiance au juge administratif. Et la difficulté pendant un état d'urgence, c'est que, sachant que le juge administratif a une tradition de proximité ou une tolérance plus grande à l'égard des pratiques d'administration, ou à l'égard, par exemple, des notes blanches, on pourra longuement en parler, mais c'est un instrument assez important dans l'état d'urgence, eh bien, il ne va pas avoir le même degré d'exigence dans la constitution d'un dossier. On peut reprendre un exemple concret, c'est la perquisition. Comme je l'ai déjà dit, il est possible pour la police, ou les services de renseignement, si constituer un dossier à l'égard d'un réseau terroriste, d'avoir une procédure d'association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste et d'obtenir une perquisition du parquet antiterroriste. Simplement, le dossier qu'ils vont devoir apporter au juge, c'est un dossier assez conséquent, avec des éléments qui montrent qu'il y a des personnes qui sont en train de préparer quelque chose. Dans le cas d'un état d'urgence, c'est une simple information des services de renseignement, information qui prend la forme d'une note blanche, c'est-à-dire on ne source pas cette note, on ne sait pas qui est signataire, on ne sait pas quel policier, alors ce qui est normal pour protéger les policiers, sauf que c'est sur la base de ces notes qui ne sont pas sourcées que le préfet va décider de mesures assez graves, des perquisitions, des assignations en résidence, et qui seront confiées ensuite à un contrôle d'un juge administratif a posteriori. Et vous voyez, le déplacement, il se fait là, c'est-à-dire il y a un vrai enjeu en termes de séparation des pouvoirs. Le juge administratif relève organiquement de l'exécutif. C'est une branche de l'exécutif, c'est pas une branche du judiciaire. Alors c'est pour ça que dans les dénonciations de l'état d'urgence, vous avez souvent le discours « l'état d'urgence pose un problème de séparation des pouvoirs et d'éviction du rôle du juge civil », parce que moi j'insiste souvent sur le fait qu'il y a une complémentarité entre le juge administratif et l'administration et le juge pénal, parce que souvent, le non-respect des mesures de l'état d'urgence sont pénalisés. Et donc il y a bien un juge qui intervient a posteriori, c'est le juge pénal, mais dans sa fonction de punition, et donc c'est pas la même chose. Et donc vous voyez bien, le pouvoir discrétionnaire, il est important ici, puisqu'on a une administration qui a une simple information sur un individu, information qui souvent est assez peu circonstanciée, qui a un ensemble d'indices sur un individu selon lequel il appartient à un réseau, ou il fréquenterait certains réseaux. Dans l'étude qu'on a fait pour le CREDOF, on s'aperçoit énormément qu'il fonctionne en bulle, c'est-à-dire il y a une mosquée
connu pour être salafiste ou radical, on a tel ou tel endroit ou telle personne connue pour son radicalisme, et les services de renseignement font des surveillances de ces personnes-là, et il y aura des mesures d'état d'urgence de tout l'environnement de ces personnes-là. Et donc on voit qu'une simple information, qu'un simple contact, une simple relation, un simple comportement d'une personne, un comportement passé, peut justifier que la préfecture décide, ou le ministre de l'Intérieur décide d'une mesure telle qu'une perquisition, une interdiction de séjour ou une assignation à résidence. Et c'est ça qui est extrêmement problématique, puisque vous voyez que la part du discrétionnaire est extrêmement importante. Et il y a souvent, en fait, il y a eu quelques cas médiatisés, mais quand on regarde dans le détail, on l'a fait au CREDOF, il y a tout de même énormément de cas dans lesquels il y a des dossiers extrêmement faibles qui ont donné lieu à ces mesures de perquisition, d'assignation, qui ont un impact considérable sur les personnes. Et là, il y a un vrai problème de protection des libertés. Très bien, donc maintenant, je vous propose de parler des contre-pouvoirs, justement, à cet état d'urgence. Tout d'abord, la société civile, donc vous avez parlé des universitaires qui se sont mobilisés, mais aussi des juridictions, qui, notamment le Conseil constitutionnel ou la Cour européenne des droits de l'homme, qui pourraient être amenés à se prononcer sur cette pérennisation de l'état d'urgence dans le droit commun. Alors, l'ancien gouvernement, le gouvernement, dans le cadre de la présidence Hollande, avec le gouvernement Valls puis le gouvernement Cazeneuve, avait énormément mis en avant les contrôles et les contre-pouvoirs pour dire, vous voyez, il n'y a pas de dérive de l'état d'urgence parce qu'il existe un certain nombre de contre-pouvoirs. Quand on regarde attentivement, ça a relativisé, c'est fortement relativisé, on pourrait parler de chacun. Le contre-pouvoir qui a été le plus mis en avant par les pouvoirs publics, c'est le contrôle parlementaire. Alors ça, c'était la grande nouveauté de 2015. Avant, il n'y avait pas de vrai contrôle parlementaire de l'état d'urgence. Ils avaient envisagé de constitutionnaliser l'état d'urgence et d'inscrire le contrôle parlementaire dans ce cadre-là. Dans l'absolu, ça a un progrès. Si on avait un Parlement qui jouait son rôle, c'est un vrai progrès. Et je pense d'ailleurs que le premier contrôle parlementaire qui avait été effectué par Jean-Jacques Urvoas, juste avant qu'il devienne garde des Sceaux, il y a eu un vrai contrôle. Il a fait énormément d'auditions des différents responsables de la police, de la sécurité, des juges, etc. Et il avait fait un contrôle un peu plus tatillon. Il avait demandé à être notifié de l'ensemble des mesures de l'état d'urgence. Bon. Et au tout début, le contrôle parlementaire a à peu près fonctionné et a eu un rôle de... justement, il a constaté que l'état d'urgence n'avait plus d'efficacité dès janvier 2016. Le contrôle parlementaire a continué par la suite, mais sauf qu'au fur et à mesure, il s'est dégonflé. C'est-à-dire déjà, les personnalités ont changé, les personnes responsables de ce contrôle parlementaire. Et puis quand on regarde les rapports, au fur et à mesure, c'était de moins en moins informé. Et aujourd'hui, quand, comme citoyen, on veut être au courant de ce qui s'est passé dans le cadre de l'état d'urgence, on ouvre ces rapports, ils sont totalement indigents, les données sont très partielles ou imprécises et ne permettent pas de mesurer l'efficacité des mesures. C'est strictement impossible. On essaie de le faire comme chercheur. Je vous assure que je ne sais même pas le nombre de contrôles d'identité, ou on n'a aucun profilage des personnes qui sont concernées, on n'a même pas le sexe ou l'âge des personnes, ou le département précis où ils sont. Enfin, il n'y a rien qui nous permet de mesurer une quelconque efficacité de la mesure, ou de voir si elles sont discriminatoires, ou ce qu'elles ont pu produire. Il n'y a aucun... ce qui serait intéressant, c'est de montrer le parcours des personnes. C'est ce qu'on essaie de faire dans le cadre de notre recherche, et de voir s'ils passent par la case prison, est-ce qu'il y a plus de... est-ce que c'est par exemple qu'il y a plus d'hommes que de femmes? Est-ce que c'est plus des vieux que des jeunes? Est-ce que, enfin, il y aurait des choses à dire dans le cadre de l'état d'urgence, qui a été ciblé? Est-ce que certains ont déjà été condamnés à un casier pénal? Ou bon, il y a beaucoup de choses à regarder, mais en fait, le contrôle parlementaire ne nous permet pas de regarder réellement à quoi a servi l'état d'urgence, qui l'a ciblé et quelle était l'efficacité des mesures. Donc finalement, le contrôle parlementaire, il s'est vite dégonflé. Après, on a mis beaucoup en avant le contrôle par les juges. Alors, pas tellement le contrôle constitutionnel, puisque je vous rappelle que dans un premier temps, la réaction de Manuel Valls, c'est dire pas de contrôle de constitutionnalité, il y a un risque que les mesures tombent. Bon, finalement, on a bien vu que ça n'a pas été le cas, mais il y avait une méfiance. Voilà, il y avait le contrôle de constitutionnalité qui, dans un premier temps, il y a une énorme réticence de l'exécutif, de Manuel Valls, à l'égard de ce contrôle, et je vous rappelle que le président Hollande avait le projet, à partir du 16 novembre 2015, de constitutionnaliser l'état d'urgence, justement pour surmonter d'éventuelles inconstitutionnalités. Donc c'est important de rappeler cet élément-là. Finalement, le Conseil constitutionnel a été pas mal utilisé. Il y a une stratégie qui vient essentiellement... on a été dans le cadre... Il y a des universitaires, des avocats, et des associations qui ont créé un observatoire de l'état d'urgence.
On a coordonné des actions juridiques, un certain nombre de questions prioritaires de constitutionnalité. Pour l'instant, il y en a eu 7, il y en a une 8e qui est en cours. Les 7 QPC étaient en lien avec ce groupe et avec des interventions déposées par la Ligue des droits de l'homme, donc c'est assez important. Et finalement, ce contrôle de constitutionnalité s'est avéré utile, pas efficace mais utile, puisqu'il y a une stratégie de ce groupe, et notamment du cabinet Spinozzi qui a souvent porté les QPC, de contester les différentes dispositions de l'état d'urgence dans leurs différentes versions, version 55 ou version plus récente, puisque je vous l'ai dit que la loi a été modifiée à de nombreuses reprises. Et la stratégie a assez bien fonctionné parce qu'au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, la loi de 55 n'était pas du tout conforme aux exigences constitutionnelles. Et il y a eu plusieurs censures, notamment la dernière qui est liée à Maître Kempf et Maître Pasquale, qui a censuré les interdictions de séjour qui avaient été utilisées comme des interdictions de manif, parce que ces interdictions de séjour dans la loi de 55, c'était toute entrave à l'action des pouvoirs publics pouvait donner lieu à une interdiction de séjour. Et donc n'importe quoi, une entrave à l'action des pouvoirs publics, un croche-pied aux gardes champêtres, mais aussi tout et n'importe quoi. Donc c'était extrêmement mal défini, et évidemment c'était particulièrement liberticide. Le Conseil constitutionnel a censuré. Simplement, en censurant, il a reporté l'effet de son annulation à la fin de l'état d'urgence. Donc en fait, il a privé sa décision de tout effet. Il a donné une nouvelle définition, il a dit que la loi n'était pas assez exigeante, n'encadrait pas assez l'atteinte aux différentes libertés en cause, mais concrètement, zéro effet de sa décision. Et quand on regarde d'autres décisions, il y a eu des censures, par exemple, sur les perquisitions, il y a eu des censures sur ce qu'on appelle les saisies de données électroniques pendant les perquisitions. Très bien, censure. La loi a dû être modifiée depuis, ok, très bien. Il y a une nouvelle garantie, il y a un juge qui intervient, mais aucun effet sur les procédures inconstitutionnelles antérieures à la censure. Et donc vous voyez là, le problème du Conseil constitutionnel, c'est qu'il a joué son rôle. Il a joué un rôle positif pour les futurs états d'urgence. Donc je ne sais pas si on aura de nouveaux états d'urgence, mais en tout cas, la loi qui sort après son contrôle de constitutionnalité est mieux, plus exigeante, plus conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Grâce aux avocats, il y a une stratégie qui a été définie. On a beaucoup réfléchi sur quelles dispositions doivent être contestées, etc. Mais ça n'a rien changé aux personnes assignées, perquisitionnées ou interdites de séjour. C'est-à-dire les mesures ont été validées. Et ça, c'est extrêmement problématique dans un état de droit. Le juge constitutionnel reconnaît que c'est inconstitutionnel, reconnaît que c'est une atteinte aux droits et libertés constitutionnelles, mais on ne tire aucune conséquence. Donc, juge constitutionnel, finalement, vous voyez, il joue un rôle. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, il a fait en sorte de juger assez vite. L'affaire d'Aumonjou est assez symbolique là-dessus. Il rend sa décision dans des délais extrêmement contraints. Et il le fait. Il le respecte. Donc il joue le jeu du contrôle de constitutionnalité. Il le fait plutôt bien sur le fond, avec un certain nombre de garanties apportées. Mais il rend des décisions platoniques. Voilà. Donc finalement, le contrôle de constitutionnalité n'est pas très satisfaisant. Ensuite, il y a un contrôle de conventionnalité, qui sera peut-être bien. Le problème, c'est qu'il intervient après coup, il intervient des années après. Alors déjà, il y a un problème extrêmement technique. Dans le cadre d'un état d'exception, il y a un article 15 de la Convention européenne des droits de l'homme qui permet à l'État, qui est dans le cadre d'un état d'urgence, de suspendre certaines dispositions de la Convention pendant la durée de l'état d'urgence, ce qu'a fait la France dès le début de l'état d'urgence. Et elle l'a renouvelé régulièrement. Donc actuellement, pendant 24 mois, on est dans cette phase de suspension partielle des garanties de la Convention. Alors, c'est extrêmement technique, ça ne veut pas dire que la Convention ne s'applique plus. Elle s'applique toujours, heureusement. Néanmoins, le gouvernement pourra utiliser devant la Cour, s'il y a des affaires, il y aura des affaires devant la Cour, en disant « j'ai violé ici la Convention, ok, mais mon excuse, c'est l'état d'urgence. Je l'ai fait parce qu'il y avait l'état d'urgence. Je n'ai pas respecté certaines garanties que normalement j'aurais dû apporter pendant une perquisition, une assignation, ok, mais l'état d'urgence justifie les circonstances, justifie... que je n'ai pas respecté ces garanties. » Donc il y a cette neutralisation partielle qui est problématique, et donc pour l'instant, ça n'a rien donné. Il y a des recours, il y a des requêtes pendantes devant la Cour sur des expulsions, sur des personnes assignées depuis le début de l'état d'urgence, mais la Cour rendra sûrement des belles décisions dans quelques années. Donc ce contrôle-là intervient a posteriori. Alors le dernier contrôle, c'est le contrôle exercé par la société civile, notamment par la presse, et puis plus largement la société civile, les ONG, et puis tous les acteurs dont on fait partie comme universitaire.
Et là, c'est un bilan en demi-teinte. Au début de l'état d'urgence, je pense qu'il y a une bonne réaction de la société civile. Assez rapidement, un certain nombre de médias ont joué leur rôle de contrôle, alors, notamment les quotidiens Le Monde. Un journaliste du Monde qui s'appelle Laurent Borédon avait monté un observatoire de l'état d'urgence sur son blog. D'autres journalistes de Libération, de Mediapart par exemple, pour citer ces trois médias, ont bien couvert, mais d'autres médias aussi ont bien couvert l'état d'urgence, ont été voir les personnes perquisitionnées, ont été voir des personnes assignées, notamment pendant la COP21, et ont montré qu'il y avait dès le début un certain nombre de dérives de l'état d'urgence, ont dénoncé ces dérives, et je pense que dans le tout début de l'état d'urgence, ça a été important parce que l'état d'urgence a été utilisé massivement dans les premières semaines, puis les médias ont couvert ces méfaits, et il y a une dénonciation de ce qui s'est passé, ce qui a permis peut-être par la suite au pouvoir public de rectifier le tir et au contrôle parlementaire de critiquer ce qui s'était fait. Néanmoins, ça s'est essoufflé très vite là aussi. On l'a vécu dans le cadre de l'Observatoire de l'état d'urgence, puisqu'on a constaté qu'il y avait un gros mouvement d'engouement de l'état d'urgence fin 2015, début 2016. Il y avait d'ailleurs plusieurs collectifs, contestations, etc. Et puis au bout d'un moment, plus rien. C'est-à-dire les médias se sont plus intéressés aux assignés, se sont plus intéressés aux perquisitionnés. Quand les universitaires ou les ONG dénonçaient le maintien de l'état d'urgence, son installation dans la durée, etc., il n'y avait pas de reprise médiatique. Moi, je me rappelle une tribune qu'on a publiée avec 50 universitaires qui sont les universitaires les plus renommés dans le domaine, etc. Zéro reprise médiatique. Aujourd'hui, ça revient un peu. La mobilisation autour de l'état d'urgence a été relancée dans le cadre de l'Observatoire de l'état d'urgence ou de réseaux qui sont constitués, dans le cadre du mouvement social qui est en train de se constituer contre les ordonnances sur le travail. L'annonce de l'inscription dans le droit commun des mesures de l'état d'urgence a permis le développement de nouvelles mobilisations et une forte médiatisation qui est revenue. À tel point que les ONG de défense des droits de l'homme ont été reçues à Matignon suite à une conférence de presse qu'elles avaient organisée, et dont le CREDOF a fait partie. Mais ça reste un bilan demi-teinte, c'est-à-dire la société civile a joué un rôle dans certaines périodes de l'état d'urgence, a joué son rôle de dénonciation, d'alerte. Les universitaires, dont j'ai fait partie, on a alerté sur les dangers de l'état d'urgence. On a été très très peu entendus. Assez peu entendu par les médias. Il y a eu un certain nombre de médias qui ont suivi, mais pas les grands médias. Pas du tout entendu par le politique. C'est-à-dire ce qui est extrêmement marquant dans cet état d'urgence, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un renouvellement, il est adopté à la quasi-unanimité de l'Assemblée et du Sénat, au moins 10, 20, 30, 40 voix, 50 voix, c'est tout. Et quand on va voir les députés individuellement ou les sénateurs, on dit mais pourquoi vous renouvelez l'état d'urgence, vous savez que c'est inefficace. Ils disent oui, on le sait, oui évidemment c'est inefficace, mais on ne peut pas politiquement ne pas adopter le renouvellement. Donc ils savent que ça ne sert à rien ce qu'ils font, mais ils le font tout de même parce que politiquement on risque de leur reprocher s'il y a un attentat de ne pas l'avoir fait. Et donc il y a cette espèce d'épée de Damoclès où ils vont se sentir obligés de la même façon d'adopter la future loi antiterroriste, pour la même raison, parce que s'ils ne le font pas, on risque de leur reprocher de ne pas l'avoir fait. Donc c'est vraiment un mauvais raisonnement en termes de protection des libertés, parce que sinon on pourrait utiliser ce raisonnement pour rétablir la peine de mort, par exemple. Si on avait rétabli la peine de mort, peut-être qu'on aurait évité... Évidemment, ça n'a aucun sens dans un état de droit et dans une démocratie, dans la protection des libertés. On ne doit pas raisonner comme ça. On prend des mesures restrictives de liberté uniquement si elles ont une efficacité dans la protection de l'ordre public et de la sécurité des personnes. Or là, l'état d'urgence, c'est démontré scientifiquement, n'a pas d'efficacité contre le terrorisme, et donc ça ne sert à rien de maintenir un état d'urgence contre le terrorisme. Il faut réfléchir à autre chose. Alors aujourd'hui, jeudi 6 juillet, la Commission nationale consultative des droits de l'homme doit rendre un 6e avis sur l'état d'urgence, et également le défenseur des droits est intervenu sur cette question le mois dernier. Quel rôle jouent aussi les autorités administratives indépendantes qui sont chargées de la protection des droits de l'homme ? C'est vrai que j'aurais dû en parler parce que si on regarde l'ensemble des contre-pouvoirs, il y a deux acteurs essentiels qui ont joué un rôle important, proche de la société civile, c'est la CNCDH, Madame Lazerge qui est sa présidente, et le défenseur des droits, Monsieur Toubon. Ici, il faut reconnaître que ces deux autorités ont adopté constamment à l'égard de l'état d'urgence une opinion critique
et même parfois en commun. Alors on peut peut-être d'ailleurs citer un autre acteur qui est le commissaire européen aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, qui lui aussi a dénoncé à plusieurs reprises l'état d'urgence, qui avait auditionné les associations notamment ou des universitaires, et qui était venu en France dénoncer la persistance de l'état d'urgence et le fait que la France est un des rares pays européens avec la Turquie à avoir un système d'état d'urgence, alors que c'est pas le seul pays qui fait l'objet d'attaques terroristes. Donc le rôle important de la CNCDH et du Défenseur des droits, il se trouve que ces deux institutions indépendantes travaillent beaucoup avec la société civile, auditionnent. On a été pas mal d'universitaires à être auditionnés. La CNCDH d'ailleurs a réunit l'ensemble des associations ou un certain nombre d'universitaires lorsqu'elle adopte des délibérations et auditionne un certain nombre de personnes. Moi j'ai été auditionné à plusieurs reprises par la CNCDH et je pense qu'en matière d'état d'urgence, les avis de référence ont été rendus par la CNCDH. On trouve vraiment des informations très détaillées, une critique extrêmement détaillée de ça, et le défenseur des droits aura un rôle important. Alors, pas tellement un rôle en matière de saisine, c'est curieux, mais le défenseur des droits est assez proactif contre l'état d'urgence, mais il y a eu très peu de saisines du défenseur des droits, et donc très peu de réclamations, et finalement très peu de décisions adoptées par le défenseur des droits pour des personnes qui ont subi l'état d'urgence. Un peu sur des perquisitions ou des assignations, mais assez peu quand on confronte au juge administratif, par exemple, ou à des associations comme le CCIF ou d'autres associations, où il y a eu beaucoup plus de saisines que le défenseur. En revanche, en termes de critique de l'état d'urgence, encore récemment, le défenseur des droits a été extrêmement virulent contre le renouvellement de l'état d'urgence et surtout contre l'inscription dans le droit commun de cet état d'urgence, a dénoncé le risque pour l'atteinte aux libertés. C'est d'autant plus fort que c'est un ancien garde des Sceaux qui vient des rangs de la droite. Donc, voilà. Et qui lui-même a dû adopter un certain nombre de législations contre le terrorisme quand il était garde des Sceaux. Très bien. Alors, justement, que penser en fait du fait que l'État, malgré que ses propres organismes officiels, par exemple, hein, comme ces autorités indépendantes, lui, beaucoup les rapports parlementaires aient pu être critiques vis-à-vis de l'état d'urgence, pourquoi est-ce que l'État continue de... Alors je pense qu'il y a deux phénomènes parallèles. D'une part, il y a un phénomène dans lequel le politique s'est piégé avec l'état d'urgence. C'est-à-dire on a vendu aux politiques l'état d'urgence comme étant la solution miracle, et un certain nombre de personnes ont dû y croire et ils ont vite déchanté. Je pense qu'ils en prennent conscience en janvier 2016, hein, le rapport Urvoas est très significatif là-dessus. Mais Hollande s'est piégé avec l'état d'urgence, il s'est notamment piégé qu'il voulait le constitutionnaliser, mais il a eu l'idée qui lui a été vendue de constitutionnaliser aussi la déchéance de nationalité, et ça c'était un piège politique qui a été pour lui, c'est une des plus grosses erreurs de son quinquennat, et ça a été ce qui a complètement achevé le fait qu'il ne pouvait pas être candidat. Donc là-dessus, il y a une erreur politique majeure, une erreur d'analyse politique, et il aurait été mieux conseillé Hollande, je pense qu'il aurait dû interrompre l'état d'urgence beaucoup plus tôt, en sortir, et surtout ne pas avoir ce projet de constitutionnalisation qui était... on aurait pu constitutionnaliser l'état d'urgence, mais en tout cas la déchéance était une erreur magistrale qui a divisé les Français, comme il a lui-même reconnu. Et puis après, je pense qu'il y a un phénomène souterrain qu'on ne voit pas. Parce que finalement, si vous regardez dans les médias, etc., il y a très très peu de prise de parole en faveur de l'état d'urgence. Il y a quelques députés de droite, Estrosi, Ciotti, etc., assez habituels. Même d'ailleurs, Front National, etc., assez souvent, ils ont un discours critique sur l'état d'urgence en disant, alors inverse, en disant l'état d'urgence, ça sert à rien, il faudra un truc plus radical. Ils sont dans des solutions, il faut enfermer toutes les fichesses, etc. Enfin bon. Donc, mais en tout cas... on n'a pas sur la scène publique, ou très peu, des personnes qui défendent les mesures de l'état d'urgence et la pérennisation de l'état d'urgence. Et donc je pense en fait le système est souterrain. C'est-à-dire, il y a des réseaux, sûrement des réseaux policiers, des réseaux au ministère de l'Intérieur, des réseaux de renseignement, qui souhaitent conserver ces mesures, parce que c'est pratique. On a parlé, en dénonçant l'état d'urgence, d'effet d'accoutumance des services de police et de renseignement. C'est vrai que c'est pratique. On loge une cible, on sait que quelqu'un, parce qu'on serait les réseaux sociaux, parce qu'on fait des écoutes téléphoniques, parce qu'on utilise des techniques de renseignement, et la loi sur le renseignement est vraiment importante dans tout ce dispositif-là. Et donc on sait qu'une personne, voilà, est dans un réseau, va dans telle mosquée, ou a un tel ou tel contact avec telle ou telle personne connue comme étant radicalisée, ou comme préparant des départs en Syrie, ou des choses comme ça. Donc on est informé, et plutôt que de monter un dossier assez complexe
pour le parquet antiterroriste et pouvoir faire une perquisition ou une procédure d'association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste. On ramène la note blanche au préfet, on convainc le préfet, et hop, c'est fait. Bon. Et ça, c'est extrêmement dangereux en termes de protection des libertés, parce qu'on voit très bien, et on a vu, hein, il faut en parler, des dérives qu'il y a eu, notamment à l'égard du mouvement d'extrême gauche libertaire, qui ont subi de plein front l'utilisation abusive, le détournement de l'état d'urgence de sa fonction première, qui était la lutte contre le terrorisme, contre le péril terroriste. Et donc je pense qu'il y a ce phénomène des services de renseignement qui sont venus à dicte, parce que c'est bien pratique, parce que c'est moins contraignant, parce que, voilà, si on peut se passer d'aller voir un juge, et qu'on a de toute façon un contrôle juge administratif qui viendra un an après, et qui éventuellement censurera la mesure, mais quelle importance. Même quand il y a des procédures indemnitaires, au maximum les personnes obtiennent quelques milliers d'euros, quelle importance. Quelle importance, puisque de toute façon, on a pu défoncer la porte, rentrer dans le domicile, surveiller, pomper les affaires, pomper les données électroniques, voilà, ou neutraliser la personne assignée pendant plusieurs mois. Donc voilà, je pense que c'est ça, c'est ce phénomène de fond qui doit justifier. Alors même que quand il y a des auditions de responsables de services de renseignement, ou de personnes connues pour leur expertise en matière de renseignement, je pense à des types comme Bauer, par exemple, ils disent eux-mêmes, l'état d'urgence, c'est pas efficace. C'est pas efficace contre le terrorisme, c'est pas ce qu'il nous faut. Les services de renseignement, surtout, il faut pas assigner à résidence un type qu'on surveille, quoi. Et quand on voit des politiques qui sortent du système, Jean-Jacques Urvoas, garde des Sceaux pendant plusieurs mois, il sort et il est le premier à publier une tribune, justement, ces jours-ci, en disant non, l'état d'urgence, ça sert à rien. Et, je pense qu'il est assez bien placé pour le dire. Alors j'attends que Cazeneuve et Valls disent finalement, fassent leur coming out, non, c'était pas utile. Bon, c'est peu probable de Manuel Valls tout-de même, mais pourquoi pas, il le reconnaîtra peut-être que finalement, il y avait un effet, comme à l'époque de Villepin et Sarkozy, il y avait un effet, on montre nos muscles, parce que l'état d'urgence, c'est aussi ça, quoi. Alors, ce qui est intéressant sur le contrôle du juge administratif, c'est que dans le cadre du CREDOF, on a fait une étude détaillée, on a pu collecter l'ensemble des décisions rendues par les magistrats administratifs entre novembre 2015 et janvier 2017. Donc, je disais tout à l'heure, il y a eu à peu près, dans la période étudiée, 8000 mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence, et on a collecté plus de 800 décisions rendues par les juges administratifs. Ce qui a été essentiellement contesté de manière assez cohérente, c'est les assignations à résidence, c'est le premier contentieux, ça représente à peu près 400 recours. Ensuite ont été contestées les interdictions de séjour, particulièrement dans le milieu militant, et les perquisitions. Après, il y a d'autres choses, je ne vais pas trop en parler, mais il y a interdiction de déplacement de groupes de supporters, par exemple, ou un ensemble d'autres mesures qui ont pu être contestées, je ne sais pas, des retraits de cartes professionnelles de personnes qui travaillent sur des plateformes aéroportuaires ou des choses comme ça. Alors, sur les principaux contentieux, qui sont essentiellement assignation à résidence, interdiction de séjour et perquisition, la première chose à marquer, c'est que souvent les gens font plusieurs recours. Les personnes concernées font plusieurs recours. Donc déjà, ils sont souvent visés par plusieurs mesures, assignation, perquisition, interdiction. Et ils peuvent faire plusieurs recours contre ces différentes mesures ou plusieurs recours contre la même mesure. Donc ça, c'est important. Donc sur les 800 recours, en fait, il y a à peu près 500 requérants. 500 personnes. Et quand on regarde le détail de ces 500 personnes, les personnes sont essentiellement des hommes, accessoirement des femmes. Donc il y a évidemment beaucoup plus d'hommes que de femmes. La particularité des femmes, c'est qu'elles sont souvent, elles font l'objet souvent d'une mesure parce qu'elles sont conjointes de quelqu'un. D'ailleurs, dans le milieu militant, comme dans le milieu des radicalisés islamistes, vous avez, c'est les conjoints d'eux qui sont assignés ou qui sont perquisitionnés. On leur reproche d'être dans la proximité de quelqu'un, d'un leader. Donc c'est assez marquant, c'est là-dessus très, très caractéristique. Et après, on a vraiment essayé de dresser des profils. Et apparaît 4-5 profils. Le premier profil, qui est à peu près la moitié du panel, c'est les islamistes, les radicalisés. Alors on utilise le terme utilisé par l'administration, en fait. C'est le terme qu'on retrouve dans le jugement, dans les notes blanches, et c'est l'administration qui accole cette étiquette et qui justifie ces mesures par la radicalisation. Évidemment, la plupart des personnes vont dire « Ah non, mais moi je suis pas radical, j'ai juste... » Bon, ils défendent sa façon d'exercer leur religion, et donc il y a un débat là-dessus assez souvent. Le deuxième catégorie, c'est les convertis. Alors ça apparaît comme une catégorie à part entière,
de radicaliser, mais l'administration dit vous êtes converti, et souvent c'est utilisé comme un argument pour dire qu'il y a comme c'est grave, quoi. Enfin, c'est plus grave. Et en tout cas, c'est un signe de radicalisation, et donc la conversion. Et on a l'impression que les convertis font un peu plus de recours. Peut-être qu'ils ont un accès au droit plus marqué, je ne sais pas, ou des réseaux qui leur permettent, ou une croyance dans le droit plus importante. On sait que les groupes sociaux ont un recours au droit différent en fonction, évidemment, de leurs ressources propres, culturelles, sociologiques, etc. Et puis ensuite, le troisième grand groupe, c'est les militants. On a tout de même jusqu'à 10 à 11% de militants dans l'ensemble des requérants. Et dans certains tribunaux administratifs, l'essentiel des recours viennent des militants. Particulièrement à Nantes et à Rennes, un peu à Paris, mais c'est Nantes et Rennes où c'est très caractéristique. Les mesures concernent des militants, essentiellement des militants, et c'est essentiellement eux qui saisissent le juge administratif, souvent avec les mêmes avocats d'ailleurs, qui sont des avocats militants qu'on connaît bien. Et puis ensuite, il y a les autres. Il ne faut pas oublier, l'état d'urgence a concerné des supporters, des associations, des dissolutions de mosquées, de lieux de culte, ou des kebabs, un ensemble d'autres acteurs très diversifiés qui ont pu faire des recours devant le juge administratif. Après, quand on regarde l'efficacité de ce contrôle, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de contrôle du juge administratif. Il y a souvent le discours, le juge judiciaire serait très protecteur, le juge administratif ne le serait pas. Moi, je pense que c'est faux. Le juge administratif fait un vrai contrôle des mesures. Il fait un contrôle classique, comme il le fait à l'égard des mesures de police. Néanmoins, il y a des spécificités de ce contrôle du juge administratif. Alors, on voit la particularité première, c'est l'importance des notes blanches. Dans la moitié du contentieux, dans 400 décisions, la note blanche est au cœur. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle n'apparaît pas dans les autres contentieux, mais vraiment dans 400 affaires, la discussion porte sur la note blanche. Et le schéma, il est très classique. L'administration a assigné ou perquisitionné ou interdit de séjour quelqu'un sur le fondement d'une note blanche. Et après, l'élément pour le juge, c'est savoir si la note blanche est assez circonstanciée. Si factuellement elle est assez circonstanciée, s'il y a assez d'éléments, il appartient à la personne assignée, qui fait le recours, d'apporter des éléments pour démentir la note blanche. Et alors là, on s'aperçoit qu'il y a une preuve qui est quasiment impossible à réaliser. On a des cas très caractéristiques. D'une personne qui, donc c'est à Rennes justement, d'une personne qui fait partie de ce groupe qu'on a appelé la COP21, mais qui n'a pas grand-chose à voir avec... on dit que c'est des militants écolos, mais ils ne sont pas du tout militants écolos, et qui n'a rien à voir avec la COP21. D'ailleurs, beaucoup n'ont jamais mis les pieds à Paris. Simplement, ce groupe, assez souvent, on voit des personnes qui étaient, à un moment donné, d'une manifestation contre l'exposition universelle à Milan, en octobre fin 2015, ils étaient à Milan. Puis ils se sont souvent retrouvés à Rennes ou à Notre-Dame-des-Landes, dans certaines manifestations qui ont pu dégénérer. Et ils étaient en lien avec des personnes qui envisageaient de se rendre sur Paris dans 2 squats, en lien avec la protestation, la contestation contre la COP21. Et ces militants, en fait, dedans, on voit un certain nombre de personnes. Donc, en gros, les notes blanches disent « Vous étiez présents dans le squat », ce qui a été signalé par la police italienne, mais sans aucun élément précis sur ce qu'ils auraient fait, s'il n'y a pas de poursuite pénale, etc. Et on vous aurait aussi vu dans certaines manifestations, Notre-Dame-des-Landes ou El Khomri, souvent parfois photographiées, et on pense que vous avez participé à des violences. Et le juge dit, bah voilà, il y a des éléments factuels. Les personnes disent, oui, moi je conteste pas avoir été dans ces lieux-là, mais j'ai rien fait. J'ai été purement pacifique dans tous ces endroits-là. On n'a rien à me reprocher. D'ailleurs, j'ai jamais fait l'objet de procédure. Et là, le juge administratif dit, il vous appartient d'apporter la preuve que vous n'avez pas été violent dans le cadre de ces manifestations. Et alors là, comment vous voulez démentir? Vous avez été présent. Parfois, ils ont même des photos de vous dans le cadre de la manifestation, etc. Comment vous pouvez prouver que vous n'avez pas été violent? Alors là, c'est un gros paradoxe. C'est normalement à la police de démontrer que vous avez participé à des violences dans le cadre de ces manifestations. En produisant des films vidéo, des vidéos, en produisant des rapports de police circonstanciés ou en produisant des photos. Mais ce n'est pas le cas. Et si ces personnes avaient été violentes, d'ailleurs, elles auraient été poursuivies. Et voilà, et on voit vraiment ce phénomène sur les notes blanches. Donc là, je prends l'exemple de militants, mais on voit assez souvent sur les radicalisés en lien avec l'islam, la même chose en fait. C'est-à-dire, on dit, on a appris par les services turcs que vous avez été en déplacement en Turquie.
On sait que vous avez une activité sur les réseaux sociaux, vous avez un groupe sur les réseaux sociaux, on sait que vous utilisez Telegram ou je sais pas quoi. Bon. Et tous ces éléments à ajouter, on pense que vous représentez un trouble à l'ordre et à la sécurité publique. Il appartient à la personne d'essayer de démonter ça. Certaines disent, mais moi de bonne foi, j'ai été en Turquie dans le cadre de vacances pour voir ma belle famille. C'est vrai que j'adhère, enfin je suis musulman, etc., etc. Mais vous dites que j'ai le drapeau de Daesh, mais en fait c'est pas le drapeau de Daesh, c'est le drapeau de l'Arabie Saoudite et donc les gens essayent de dire tous les éléments que vous mettez sur mon dos sont peut-être des éléments vrais factuellement, mais vous en donnez une interprétation qui fait de moi un radicalisé, alors qu'en fait je n'ai pas une pratique de la religion aussi radicale que vous prétendez, etc. Et donc il y a ce débat-là, et assez souvent on voit que ce faisceau d'indices réunis par l'administration suffit à convaincre le juge de la réalité de la menace, de la menace à l'ordre et à la sécurité publique. Et ça, c'est inquiétant, parce que derrière, les mesures sont quand même assez conséquentes. C'est une perquisition, une interdiction de séjour, et surtout des assignations qui durent toute la durée de l'état d'urgence. Alors, c'est vrai que dans un dernier temps, nous, on a vu le contentieux du début. Depuis 2017, depuis janvier 2017, ils ont tout de même fortement réduit le nombre d'assignés. C'est plus qu'une 60aine de personnes. Et les dossiers qui restent sont des dossiers assez lourds en termes de l'administration. Pour pouvoir maintenir en assignation au-delà d'un an, doit apporter des éléments nouveaux ou complémentaires par rapport donc doit apporter de nouvelles notes blanches ou par exemple la personne a été en prison ou elle a un gel des avoirs, doit apporter d'autres éléments. Donc les dossiers qui restent sont tout de même des dossiers assez lourds, mais quand on regarde, et c'est ce qu'on a fait au CREDOF, l'ensemble des décisions de l'état d'urgence, et le contentieux, le petit contentieux, enfin des personnes, on s'aperçoit qu'il y a tout de même énormément de cas dans lesquels on n'était pas en présence de personnes qui avaient fait des choses particulièrement, qu'on pourrait vraiment leur reprocher, enfin particulièrement graves, et pourtant qui ont pu avoir des mesures d'état d'urgence, et parfois qui ont été confirmées en règle générale par le juge administratif. Ça ne veut pas dire que le juge administratif censure jamais. Il y a à peu près 20% des mesures, 15 à 20%, qui sont suspendues, annulées par le juge administratif. Après, il y a des suspensions, des annulations partielles, où parfois, le truc typique, c'est la personne dit « mais moi j'ai 3 passages au commissariat par jour, à 8h, à 13h et à 19h, et je ne peux pas aller à mon travail, je ne peux pas avoir une vie normale. » Et le juge reconnaît qu'il y a une atteinte à sa vie professionnelle, à sa vie privée, et dit « oui, on va décaler les passages au commissariat, donc on va passer à 2, ou on va repousser un passage à plus tard dans la soirée. » Donc ça marche, mais ça c'est juste le juge qui donne partiellement satisfaction. Pareil pour les personnes de Rennes, les militants de Rennes. Il y a eu pas mal de suspensions, mais qui ont été en fait des suspensions partielles des interdictions de manifester. C'était juste, la personne disait, bah voilà, vous m'interdisez de manifester pendant toute la durée de l'état d'urgence dans tout le centre-ville de Rennes. Sauf que moi j'habite dans le centre-ville de Rennes. Donc en fait, vous m'interdisez, à chaque fois qu'il y a une manifestation, d'aller chez moi. Donc là, évidemment, c'est une atteinte disproportionnée à sa vie privée, puisqu'il ne peut plus rentrer chez lui. Et le juge va suspendre la mesure, pas en tant qu'il interdit de manifester, mais juste en tant qu'il interdit de se rendre dans son domicile. Donc, de facto, la mesure, elle reste, sauf pour la rue où il habite. Donc, vous voyez, ça va être présenté par le juge administratif comme une mesure de suspension partielle, comme une mesure qui donne raison à la personne, mais la personne, elle reste tout de même interdite de manifester. Et donc, c'est pour ça que dans le discours officiel, si vous regardez les rapports parlementaires ou le discours de Jean-Marc Sauvé, le vice-président du Conseil d'État, il dit « Nous, on donne satisfaction à 30 à 40% des requérants dans le cas de l'état d'urgence. » Moi, je pense que ces chiffres sont faux. Quand on regarde attentivement, c'est 15 à 20% des personnes de l'état d'urgence qui obtiennent satisfaction. Dans tout le reste des cas, c'est des personnes qui obtiennent partiellement satisfaction sur un aménagement de mesure, ou pas du tout, et le taux de rejet est assez important, c'est 65% de rejet. Et donc en règle générale, le juge administratif a confirmé les mesures de l'administration, et le plus souvent sur la base des notes blanches. Et la note blanche est vraiment le cœur de ce contentieux. Alors il y a d'autres spécificités de ce contentieux, ça va être un peu technique. Une des choses qu'on a remarqué tout de même, c'est qu'un certain nombre de juges administratifs anonymisaient leur nom sur les décisions qu'ils rendaient. Et ça, c'est une nouveauté. Alors, on sait que les policiers le demandent dans le cas de l'état d'urgence, il l'a obtenu. Il y a une loi sur la sécurité publique qui a prévu la possibilité pour les policiers d'anonymiser leur nom sur les décisions données aux personnes. Et on voit des magistrats qui le font aussi dans les décisions qu'ils rendent dans le cas de l'état d'urgence.
Bon, il y a d'autres spécificités, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Le bilan, c'est que on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de contrôle du juge administratif, il y a un contrôle réel, les gens saisissent. Alors, 10% de l'ensemble des mesures ont été contestées, mais si on regarde les assignations à résidence, c'est plus de 50%, donc c'est un contentieux assez important. Mais au final, ce n'est pas un contentieux extrêmement protecteur des personnes concernées, et on a l'impression qu'il y a une espèce de présomption favorable à l'administration. Ça a été dit d'ailleurs par des membres du Conseil d'État quand ils ont été auditionnés, qui font plutôt confiance à l'administration et à l'état d'urgence, et que l'état d'urgence serait plutôt protecteur des libertés, et donc le rôle du juge administratif n'est pas de remettre en cause le travail de l'administration. Et là-dessus, on peut se poser des questions, parce que normalement, le rôle du juge, ça devrait être protéger les libertés dans un état de droit avant tout, protéger aussi la sécurité, bien évidemment, mais qu'il faudrait avoir des éléments assez précis, suffisamment précis et étayés sur les personnes pour pouvoir restreindre leur liberté. Donc, depuis une trentaine d'années, il y a eu quasiment une trentaine de textes, à la fois contre le terrorisme, des lois sécuritaires, ou d'utilisation de l'état d'urgence. Est-ce qu'il n'y a pas un mouvement de fond dans la société, à la fois une expérimentation de tout un tas de nouveaux types de mesures, et aussi, on parlait d'accoutumance à ces types de mesures, et donc un changement de fond qui s'opère. Alors, il y a un phénomène réel, c'est qu'il y a aussi, depuis une trentaine d'années, une multiplication des attentats terroristes, et je pense qu'un État de droit doit se défendre contre ses ennemis, et notamment contre le terrorisme. Et donc, moi, je reconnais parfaitement la légitimité pour un État d'adopter les législations antiterroristes. Et que cette législation, elle est forcément un côté dérogatoire du droit commun, parce que c'est un péril particulièrement grave, et il faut répondre à cette menace par des instruments particuliers. Le problème, c'est qu'on a un phénomène d'emballement, c'est-à-dire autant il y a un certain nombre de lois contre le terrorisme qui ont paru utiles, et ont été utiles et efficaces d'ailleurs. On a été un des pays européens qui pendant longtemps n'a pas plus d'attentats sur son territoire, puis malheureusement depuis quelques années ça se multiplie. Mais on a un phénomène d'emballement. C'est-à-dire, bon, c'est assez connu, c'est le phénomène, la sarkozysation de la société, qui fait qu'à chaque fois qu'il y a un attentat, on ressent le besoin d'avoir une nouvelle loi. Et on ne sort pas de ça, parce que si finalement, regardez, quand on fait le bilan de la période Hollande, Cazeneuve et Valls, à chaque fois qu'il y a eu un attentat ou des attentats, on a eu des nouvelles lois, voire plusieurs lois. Et même là, à chaque prolongation de l'état d'urgence, des modifications qui allaient bien au-delà de la prolongation de l'état d'urgence. C'est-à-dire, la loi du 21 juillet 2016, c'est une vraie loi de lutte contre le terrorisme, avec fourre-tout, avec tout ce qu'ils ont pu adopter. Et donc ça, c'est extrêmement problématique, parce qu'à aucun moment, ces législations, ces dispositifs sont évalués dans leur efficacité. Alors, je sais que l'actuel président de la République a annoncé qu'il ferait une évaluation tous les 2 ans de la législation, mais il aurait peut-être dû la faire maintenant, l'évaluation. Je ne comprends pas qu'on puisse prolonger l'état d'urgence. L'état d'urgence, la 6e prolongation, n'a même pas fait l'objet d'une étude d'impact. C'est-à-dire, pourtant, on a eu le temps. Entre la dernière prolongation, ça a été la plus longue prolongation, elle a fait 7 mois. On avait le temps, pendant ces 7 mois, de faire, un vrai contrôle parlementaire. Alors, il a disparu totalement. Deuxièmement, de faire une vraie évaluation de est-ce que c'est efficace. On aurait pu imaginer, dans cette longue période, que les services travaillent à dire, allez, on va mesurer, est-ce que assigner un type, c'est efficace, est-ce que perquisitionner, ça nous permet vraiment de démanteler un réseau terroriste, et puis que les données soient rendues publiques, c'est-à-dire qu'il y ait des rapports qui permettent à chacun, à la société civile, aux chercheurs, de vérifier, oui, ça a donné lieu à autant de procédures. Là, on a un discours, l'actuel ministre de l'Intérieur, il dit, on a empêché 17 attentats. Il proclame ce chiffre dans la presse, 7 depuis le début. Mais est-ce que c'est lié à l'état d'urgence? Rien. Moi, tous les rapports que je lis, il y a aucun rapport qui ne fait la corrélation entre les mesures de l'état d'urgence et les attentats démantelés. Et à chaque fois qu'ils médiatisent le fait qu'un attentat est démantelé, à aucun moment on voit que c'est une mesure de l'état d'urgence qui a permis d'empêcher l'attentat. On voit toujours que c'est des procédures judiciaires, que c'est des personnes surveillées par les services de renseignement, et c'est des personnes où il y a des procédures judiciaires qui ont permis de... Bon. Mais jamais, pour l'instant, peut-être qu'il y en a, mais en tout cas il faut les rendre publics, mais en qualité de chercheur, je n'ai aucune donnée publique qui me permet de faire une corrélation entre les mesures de l'état d'urgence et le démantèlement de l'attentat. Et d'ailleurs, ils ne l'ont jamais affirmé. À aucun moment, que ce soit Cazeneuve, Valls ou l'actuel ministre de l'Intérieur, aucun n'a affirmé que les mesures de l'état d'urgence avaient empêché un attentat. Et donc, j'en parviens à dire, sauf à m'en faire la preuve, je pense qu'il est totalement inefficace contre le terrorisme. Et donc, on le maintient pour d'autres raisons. Et donc, c'est problématique, et surtout, c'est ce phénomène d'emballement, c'est-à-dire de contamination
où on adopte des lois sans savoir leur efficacité, on est dans une escalade sécuritaire sans arrêt, escalade qui ne démontre pas leur efficacité contre les terroristes, et qui parfois même ont des effets contre-productifs. Bon. Et qui ont d'autres fonctions. C'est étudié par les spécialistes du droit pénal. Alors, je ne suis pas un grand à-tête du droit pénal de l'ennemi, mais en tout cas, il y a des chercheurs, des spécialistes du droit pénal qui ont des réflexions là-dessus en disant que les effets produits par ces lois ont des effets de stigmatisation, de discrimination, de stigmatisation d'une partie de la population, de désignation d'ennemis intérieurs, de fabrication d'un ennemi intérieur, et que, bon, et on peut renvoyer à toutes ces fonctions de ces législations, au-delà du caractère très pragmatique d'empêcher un attentat terroriste. Et je pense que l'état d'urgence contribue à ça. C'est-à-dire l'état d'urgence, finalement, son origine, c'est la guerre d'Algérie. Pendant la guerre d'Algérie, on luttait contre un ennemi intérieur, on essayait de le neutraliser pour pouvoir conserver cette colonie. Et aujourd'hui, il y a une volonté de désigner une partie de la population comme étant problématique en France et représentant un danger. Et le fait d'avoir, dans le projet de constitutionnalisation, mélangé état d'urgence et d'échéance, à mon avis, c'est pas du tout un hasard. Symboliquement, on disait qu'il y a des Français qui ne sont pas autant français que d'autres et qu'on pourrait leur retirer la nationalité française s'ils commettent un certain nombre d'agissements extrêmement graves. Et symboliquement, on le fait en même temps que l'état d'urgence. Et c'est un peu la déchéance a été vécue comme une mesure de stigmatisation de certains Français, particulièrement musulmans. Et là, on le voit, que ce soit les Français musulmans, des convertis ou des militants contestataires, on les stigmatise et on les désigne comme étant responsables des problèmes qu'il y a en France. L'ennemi intérieur, ceux qui posent un problème de sécurité. Et en faisant ça, en fait, on fait en sorte qu'une partie de la population se sent exclue. Le vit extrêmement mal. Les mesures d'état d'urgence sont mal vécues par cette population, des personnes qui se sentent stigmatisées, qui se sentent exclues de la population française. Et je pense qu'il y a un vrai danger ici à installer dans la durée de telles mesures qui ne visent pas à démanteler des réseaux terroristes, mais qui visent à neutraliser des personnes sur la base de stigmatisation de cette population. Et puis au-delà de ça, il y a un phénomène de banalisation d'accoutumance. On prend souvent l'image de la grenouille qui est dans de l'eau qui chauffe progressivement. Si l'eau est tout de suite bouillante, la grenouille va sauter évidemment par réflexe. En revanche, si elle est dans l'eau qui bout très très progressivement, elle va s'habituer, elle va s'accoutumer, elle va s'endormir, elle va mourir. Et les libertés, dans un état de droit, c'est ça qui est important. C'est-à-dire, au fur et à mesure, on s'habitue à ce que l'exécutif ait de plus en plus de pouvoir, qu'il y ait moins de contrôle judiciaire, qu'il y ait moins de contrôle de la société civile, etc. Et si on s'habitue de plus en plus à ces restrictions-là, on va rentrer dans un régime qui sera de plus en plus autoritaire. Alors moi, je ne parle pas d'état de police, on reste dans un état de droit, mais un régime où l'exécutif a de plus en plus de pouvoir. Et on sait que c'est un défaut de la Ve République. La Ve République concentre les pouvoirs, marginalise le judiciaire, marginalise le Parlement. C'est pas nouveau, hein. François Mitterrand le dénonçait à l'encontre de Gaulle en parlant de coup d'État permanent. Et l'état d'urgence permanent, c'était ça, hein, Mitterrand dénonçait l'état d'urgence permanent de Gaulle. Et on voit que Macron a une forme d'exercice du pouvoir qui est justement très gaullienne, ou mitterrandienne d'ailleurs, parce que Mitterrand lui-même n'a pas été parfait dans ce genre-là, mais une forme monarchique d'exercice de la qui est inhérent à la Ve République, qui est voulu par les institutions de la Ve République. Mais si vous marginalisez le Parlement, si vous marginalisez l'autorité judiciaire, qui n'est même pas reconnue comme un pouvoir, vous renforcez l'exécutif, c'est-à-dire le juge administratif et l'administration, le préfet dans les décisions qui portent atteinte aux libertés, vous en arrivez dans un système de protection des libertés qui n'est plus satisfaisant, parce qu'il n'y a plus de contre-pouvoir réel, véritable, dans les mesures qui sont prises. Et les gens s'y habituent. Comme je l'ai dit à un moment donné, les gens s'habituent à ce qu'on fouille leur sac, à ce qu'on fouille leur véhicule, à ce qu'ils fassent l'objet de contrôle d'identité. Or, une démocratie, un état de droit, est vivace justement quand les gens protestent, quand les gens ont la force de dire « Non mais moi je n'accepte pas, vous n'avez pas de raison de contrôler parce que ma tête ne vous revient pas, etc. Si vous me contrôlez, c'est que j'ai fait quelque chose, vous avez quelque chose à me reprocher. » Et aujourd'hui, les gens ont perdu cette habitude-là. On accepte de rentrer dans un bâtiment, et pour rentrer dans ce bâtiment, de devoir montrer patte blanche. Alors, il y a quelques années, on ne l'acceptait pas. Et c'est ce phénomène d'accoutumance qui est extrêmement difficile, extrêmement dangereux pour les libertés.
Il est dangereux parce qu'on donne plus de pouvoir à l'exécutif et que si vous donnez plus de pouvoir à l'exécutif et à la police, elle va l'utiliser, c'est bien connu. Et il est aussi dangereux parce que les citoyens s'y habituent et les citoyens l'acceptent. Et je pense que dans une démocratie, il est important que les citoyens aient toujours un pouvoir de révolte, un devoir de révolte, un devoir de non-soumission à l'autorité. Non pas de révolte violente, hein, c'est pas du tout le propos, mais de non-acceptation comme une évidence que la police ou l'autorité a toujours raison, que l'exécutif a forcément toujours la bonne décision. Le principe de la démocratie, c'est les contre-pouvoirs, c'est pouvoir contester les décisions, et l'état d'urgence installe ça. Et c'est là où il est le vrai danger de la pérennisation de l'état d'urgence. C'est que demain, on va avoir dans le Code de la sécurité intérieure, dans le droit commun, une possibilité pour un préfet, sur la base d'une simple information, avec une autorisation d'un juge, certes, une possibilité d'aller visiter quelqu'un, visiter le domicile de quelqu'un, ou éventuellement de prendre une mesure de surveillance en son encontre. Et on va rentrer dans une logique d'exceptionnalisation du droit où on ne passe pas par les procédures de droit commun, c'est-à-dire où on peut faire ça quand quelqu'un commet une infraction, normalement, ou s'apprête à commettre une infraction. Et il y a des sociétés qui ont évolué comme ça, il faut prendre les exemples. Regardez la société israélienne, qui est dans un état d'urgence permanent depuis sa fondation. Regardez la société russe, telle qu'elle est en train d'évoluer. Regardez la société turque. Ces régimes sont des régimes démocratiques. Les présidents sont toujours élus, formellement. Ils ont même des garanties de l'état de droit. Il y a toujours des juridictions qui fonctionnent en Turquie, en Russie ou en Israël. Il y a même des juges constitutionnels dans ces États-là. Il y a même encore des médias, il y a même encore un certain nombre de contre-pouvoirs qui existent. Sauf qu'on voit bien qu'il y a des stratégies autoritaires de neutralisation d'un certain nombre de forces d'opposition, alors assez fines, tout ça est fait de manière... Bon, mais au fur et à mesure, par différents mécanismes, on neutralise les opposants, etc. On habitue les gens. Il y a eu des attentats dans ces pays aussi, malheureusement. Il y a encore des attentats dans ces pays. Ils ont des bonnes raisons de se défendre contre les attentats, mais on a habitué les gens à cet état d'exception. Moi, j'ai pas envie de vivre dans cette société. J'ai pas envie de vivre dans une société où on est dans une suspicion permanente à l'égard d'un certain nombre de personnes, en raison de leur origine, en raison de leur religion, etc. Et je pense qu'on y perd. C'est-à-dire que c'est une défaite de la démocratie d'accepter de rentrer dans ces logiques. Les Anglais sont remarquables là-dessus, c'est-à-dire les Anglais avec leur flingue, leur pragmatisme, c'est la plus grande démocratie, la plus ancienne. Ils ont fait l'objet d'attentats abominables, mais leur réflexe n'a pas été de rentrer dans un état d'urgence. Ils ont pris des mesures de protection, évidemment. Ils ont renforcé les services de sécurité. Mais surtout, ils ont maintenu leurs institutions. Surtout, ils ont maintenu leur régime parlementaire. Surtout, ils ont maintenu leur habeas corpus. Vous imaginez qu'en France, on est dans une logique de suspension de l'habeas corpus. Et ça, c'est insupportable tout de même. C'est au contraire, si on est attaché à nos valeurs, les valeurs de la démocratie, il faut les défendre contre les terroristes, leur montrer que ces valeurs-là sont les meilleures, sont les plus protectrices, sont celles qui permettent de vivre le mieux en société. Et que les valeurs totalitaires, les valeurs l'obscurantisme ne peut pas l'emporter dans notre société. Et c'est pour ça qu'il faut... Enfin, moi, vous savez sûrement, j'ai participé depuis le début à la contestation de l'état d'urgence, en 2005 et en 2015, on était un certain nombre à systématiquement signaler le danger de l'installation de ce système permanent, de ces systèmes de dérogation, d'exceptionnalisation du droit, de banalisation du droit d'exception, de renforcement du pouvoir de l'exécutif, de la marginalisation du pouvoir judiciaire et de la mise à l'index de ceux qui protestent. Je pense qu'une société a besoin de personnes qui contestent. On a aussi besoin... de façon non violente, parce que là, on peut pas accepter la violence dans une société qui doit être apaisée, qui doit être démocratique, mais en tout cas, on doit admettre la possibilité que des personnes n'approuvent pas l'organisation de la société telle qu'elle existe, on en a besoin, je veux dire, prenez le péril environnemental, par exemple. Heureusement que depuis 30, 40, 50 ans, il y a des personnes qui nous alertent sur les dangers environnementaux. Ou sinon, on n'aurait jamais eu la COP21 et cette prise de conscience généralisée. On pourrait prendre d'autres éléments. Prenez sur les sans-papiers. Heureusement qu'il y a des personnes actuellement qui, dans la vallée de la Roja, se mobilisent pour dire mais non, mais il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas aider un sans-papier à traverser,
un mineur étranger ou un demandeur d'asile, et que, voilà, heureusement qu'il y a des gens qui se mobilisent autour des sans-papiers dans le sud de la France ou à Calais, ils ont ce rôle, même si, à un certain moment, ils violent la loi, parce que c'est illégal de transporter un sans-papier, d'aider un sans-papier, etc., à part situation de détresse, etc. Mais ça fait partie de la fonction citoyenne de dire, il y a un certain nombre de lois qui ne sont pas conformes à des principes de l'état de droit, tout simplement, à des principes de solidarité, qu'on aide à des gestes d'humanité, d'aider des personnes, parce qu'il n'est pas totalement légitime le système de contrôle des frontières n'est pas totalement légitime au regard de personnes qui cherchent l'asile ou de mineurs qui sont isolés.